Bonsoir, ce soir c'est le 30e numéro. Le 30e numéro de quoi? De Culture Breakfast, Culture Break-In, Purulent Scrotum, Biture Breakdown, Rupture Breakdown, Culture Break-Up, Culture Baltringue, Culture Briscard, Culture Braco, Culture Bourgeoise, Culture Breakdown, merci péremptoire, Culture B ou Culture Breakdance? Non, c'est le 30e numéro de Culture Breakdown. Swan, générique s'il te plaît. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir c'est le numéro 31 donc de Culture Breakdown, le podcast qui vous fait manger des pâtes, le podcast... on est tellement de punchline à un moment. Le podcast gratuit qui vous fait dépenser tout votre argent. Voilà. Oui, alors je remercie Laurent Doucet pour Purulent Scrotum. Je ne comprends pas où est le jeu de mots, mais bon, pourquoi pas. Hein. Le meilleur étant Culture Breakdown, péremptoire dans notre cœur, on t'aime. Culture B est bien aussi. Donc, Culture soir, Breakdance, moi j'aime. Culture, ça c'est Miaou, Dr Miaou qui a fait ça. Donc ce soir nous sommes en compagnie, je suis en compagnie de Swan. Hello. Geoffroy. Salut. Mathieu n'est pas là. Mathieu est dans le sud de la France pour des raisons professionnelles. Voilà, il a raté le festival de Cannes de quelques jours. Et donc je suis là aussi pour vous, très, très chers amis. Xavier, comme d'habitude. Et nous avons un invité de marque ce soir, à savoir Vincent Julet. Bonsoir. Tu vas bien ? Très bien, merci de m'avoir invité. De marque, je sais pas quelle marque, mais... Geek Me 5, Radio Campus, tout ça, oui. c'est pas mal. Geek Le Mag. Geek Le Mag aussi. Beaucoup de geeks. Hein. Beaucoup de geeks. Peut-être trop. Trop de geeks, tu le geek. Alors ce soir, de quoi tu vas nous parler, Vincent ? De plein de choses. De plein de choses. D'accord. Mais tu veux que je peux te bloquer là, hein, toute ton émission si tu veux. On va parler de toi, on va parler de ta carrière, on va parler de ton podcast, on va parler surtout de ton film que tu prépares, Dead Shadows. De mon co-film, non, pas que je prépare, qui a été tourné, oui, bien sûr, terminé, produit et présenté au marché du film à Cannes et vendu au Japon par exemple. Donc non, là, sa petite carrière, et grande j'espère, commence là maintenant. Ce film qui s'appelle Dead Shadows. Dead Shadows, Ombre Morte. Tu nous en parleras tout à l'heure. Donc en cinéma, après l'interview de Vincent, nous parlerons d'Iron Sky, nous vous parlerons de Cosmopolis. Alors toi tu commences par Iron Sky. Oui, c'est le programme, ça s'est fait comme ça. Oui, pour changer. On parlera ensuite de Prometheus. Et on a écrit un bon gros paquet sur Prometheus, Men in Black 3. Ensuite, nous parlerons de Secret Avengers, ce dernier run du numéro 22 au numéro 26 avec Rick Remender au scénario comme d'habitude. Nous parlerons ensuite des différentes parutions Batman chez Urban Comics. Les nouveaux magazines. Les nouveaux magazines. Tu fais que Batman ou tu fais les trois ? Non, je fais les trois. J'ai Batman, j'ai Green Lantern et DC qui est un peu à la fois la Justice League, Flash, Supergirl également. Mais tu en parleras tout à l'heure, Geoffroy, ne va pas trop vite en besogne. Et ensuite, en série, nous parlons. Alors là, j'ai pas eu trop de mots à dire. Nous parlons de Friends, pourquoi pas, totalement. Pourquoi pas. Et je suis là que pour ça, à vrai dire. Vraiment. Je sais bien, moi ça m'indiffère, mais je sais qu'il y a quelqu'un dans nos auditeurs qui n'apprécie pas du tout ce choix. Et encore une fois, salut péremptoire. Petit chat sur Korg, voilà. Tu n'as pas grand chose à dire pour le coup, et même moi ça m'emmerde. Voilà, alors je pense qu'on peut y aller tout de suite, pas d'annonce à faire sur quoi que ce soit. On peut le dire maintenant, on rappelle que la nuit, le 23 juin, nouvelle nuit au max, nuit de la parodie, où on vous diffusera encore Galaxy une fois Quest. c'est pour 15 € toute la nuit avec petit déjeuner, café à volonté, enfin ça va être génial. Donc Galaxy Quest qui est une espèce de parodie pour le coup de Star Trek avec comment ça s'appelle, Sigourney Weaver, avec Sigourney Weaver, enfin avec un beau casting, avec Mystery Men également, qui est une parodie de film de super-héros, c'est début des années 2000 de super-héros, et c'était avec Ben Stiller et ensuite qui est pas vraiment une parodie pour le coup, mais qui est super bien, Zombieland, donc qui est tout récent, qui est sorti en 2009 avec Jesse Eisenberg. Oui, et Woody Harrelson. Et Emma Stone. La piquante Emma Stone. Voilà. Et je pense que c'est tout, on n'a pas d'autres annonces à faire, rien d'autre. Non, c'est tout, mais c'est le 23 juin, les places, vous pouvez les réserver sur... C'est vous qui l'organisez ? C'est Freepod. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est très sympa. Une semaine avant, il y a les 40 ans de Mad Movies. C'est fantastique. Et le Free Podcast est toujours pas sorti ? Non, mais on attend Adrien. C'est totalement fou, ça. Ça arrive bientôt parce qu'Adrien est autre chose. Il est sur un projet secret. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a comme film qui passeront la 40e Cannes anniversaire ? Alors, je crois que l'avant-première c'est Maniac, et après ils doivent jouer Massacre à la tronçonneuse, New York 97, Shaun of the Dead aussi, Shaun of the Dead, et il me manque Starship Troopers. D'accord. Très sympa aussi. Très cool. Beau programme. Je pense que Swan, tu peux lancer mon jingle préféré, les running gags toujours. Mon jingle préféré, c'est le jingle dossier. Ah, merci.
tuer quelqu'un là. Le dossier de l'écran, l'armée des ombres, tout ça. Kessel. Ce soir, nous avons donc Vincent Julet. Mais à chaque fois, après ce dossier-là, tu dois prendre une voix grave comme ça. Attends, automatisme. Dossier, Vincent Julet. Bonsoir. Bonsoir, tu relèves ton col s'il te plaît. Exactement. Mickey Mouse, voilà. C'est pas Dr House. Alors, donc Vincent Julet, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Pour la troisième fois, ça doit être la troisième fois que je le dis. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, expliquer tes différentes activités en dehors de ta participation à Dead Shadows? Moi, je suis avant tout journaliste, un peu journaliste fou, pigiste fou, comme je dis. Ça fait 10 ans que je travaille dans la presse. Juste plagiste, donc, comme on l'a vu tourner sur Twitter cette semaine. Voilà. C'est très sympa. Sur le print et le web, j'ai fait écranlarge.com, j'ai fait Les Inrocks, j'ai fait Mad aussi à une époque. Enfin, un peu partout. Et là, mes deux gros bébés, c'est Geek Me 5, donc sur Radio Campus Paris 93.9. Un vendredi sur 2, donc toute la culture geek, séries, un peu comme jeux nous, en vidéo. fait, un vendredi sur 2. Exactement. Je crois que ça doit être même en alternance, on essaie de faire ça bien. C'est très bien. Et Geek le Mag, dont le nouveau numéro sort la semaine prochaine, et j'ai réalisé une interview de Sonotion, le japonais fou, ami de Takashi Miike, et qui fait des films bien barrés, dont Guilty of Romance, qui sort au mois de juillet. Donc, je crois qu'on en a déjà parlé. Mathieu avait déjà chroniqué dans l'émission. Il était à Cannes il y a il y a pas ce Cannes-là, celui d'avant. Et donc c'est pour ça que Mathieu avait pu le voir. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais dans Geek le Mag? De quoi tu t'occupes en particulier? Alors moi je suis rédacteur, on va dire généraliste pour les sujets. Je peux faire le jeu vidéo comme ce qui est manga, ce qui est cinéma, mais je fais à vrai dire pas mal de cinoche là ces derniers temps. J'avais fait l'interview de Peter Berg, là je fais celle de Sonotion, donc ça commence à tourner un peu vers ça. Mais dès qu'il y a des chroniques, moi je suis fan de manga, donc dès qu'il y a des chroniques manga à faire, je suis le premier à courir dessus. Donc voilà, sinon il y a mes potes Virgile et David qui s'occupent du mag un peu plus. Okay. D'accord. On en parlait de Cannes là pour Guilty of Romance. Tu reviens également de Cannes là à l'instant, intervenu lundi. T'étais au festival. Non pas pour le festival à proprement dit, la compétition, mais pour le marché du film. Qu'est-ce que tu faisais là? En effet, donc pour Geek le Mag, je suis parti là-bas, donc j'ai vu quelques films quand même de la compétition officielle, que ce soit Amour ou Holly Motors. Et les séances de mini off course, le Dracula 3D, Maniac ou le Mickey. Et je vous encourage, là, il est quelle heure? On est en direct à là, il doit être 21h. Donc juste avant, là, vous étiez en train d'écouter Geek Me 5 spécial marché du film. Et de toute façon, ce sera disponible en podcast dès demain. Mais en effet, j'ai fait une spéciale sur le marché du film. Donc allez voir toutes les séries Z, toutes les affiches hyper kitsch et des fois des vraies perles, des trucs qu'on s'attend pas à voir, des bonnes choses. Il y a pas mal de bonnes surprises et ça peut aller de la comédie. J'y suis allé pour le genre a priori, mais il y a des bonnes comédies aussi, des bons drames, il y a vraiment de bonnes choses, même si le marché du film, son âge d'or est vraiment passé. Pour trouver du Sam Raimi ou du Carpenter, c'était il y a 20-30 ans quoi. D'ailleurs tu as réalisé un article sur le site de Geek le Mag avec tous les films qui reprennent des affiches ou des titres de films classiques, de films de genre classique, qui détournent un peu tout ça. Oui, j'ai fait mon tour et j'étais avec mon téléphone et j'ai pris le plus d'affiches possible et il y a de tout, c'est du délire intégral. Mais la plupart des films n'ont pas été financés et ne verront jamais le jour, ce qui est aussi assez drôle. Genre le Dracula, quand on l'avait vu il y a 2 ans au marché, l'affiche, on disait pourvu que Dario ne le fasse pas, et puis il a été présenté en séance de minuit quoi. Et qu'est-ce que t'en penses pour le coup du Dario Argento? Du Argento. Très rapidement. Très rapidement, on s'étend dans Geek Me 5, mais c'est assez honteux en fait de le montrer pour rendre hommage à Dario Argento. D'accord, très bien. J'ai compris l'idée. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait Thierry Frémaux et remonté sur scène à montrer un petit patchwork de 5 minutes d'images dégueulasses de ces films. C'était du DivX verdâtre, c'était horrible. On l'a applaudi, mais on était gênés presque, quoi. Et le film, il est moins pire que Giallo, il est du niveau de Mother of Tears, donc... en séance, je sais pas, à l'Étrange Festival ou à Gérardmer, tu te pètes de rire, mais là c'était le séance de mort quoi. Ouais, c'est Cannes quoi. Forcément. Complètement. Et donc en parlant de films, du marché du film, toi tu étais là-bas aussi pour présenter Dead Shadows. En effet, pour accompagner plus que présenter. C'était David Cholewa, le réalisateur, qui est à la fois le producteur, le réalisateur et le vendeur, parce que c'est son métier premier et encore principal. Donc moi j'étais là pour accompagner le film en effet au marché du film, qui a eu sa première visibilité, sa première vitrine, et il a été montré dans 2 salles, mais 2 salles de 150 personnes quoi. C'est pas mal. Un petit peu la pression quand même. Alors qu'est-ce que c'est que Dead Shadows? Est-ce que tu peux nous pitcher le film un peu, nous expliquer un peu l'univers? Alors moi j'aime bien le pitch. J'aime bien le pitcher comme ça. Il y a une comète qui passe et les gens y mutent.
Donc c'est vraiment comme ça qu'il est vendu, que c'est son affiche qui claque, je dois avouer. Le vent aussi, et les teasers. En effet, on suit la trajectoire de Chris, un adolescent d'une vingtaine d'années. Il a un trauma, je vais pas spoiler, mais il a un trauma dans son enfance qui fait qu'il a peur du noir. Et en fait, quand cette comète passe, tout le courant est coupé dans toute la capitale, donc lui a vraiment peur du noir. Ça se passe à Paris. Ça se passe à Paris. Ça, c'est pour nos amis étrangers. Allez, venez Paris, c'est bien. Vas-y, carte postale, achetez. Et à côté de ça, en effet, il se rend compte que les gens ont des comportements de plus en plus violents, voir comment ça muter, et voilà. Et sur ce film, toi, tu étais scénariste. J'étais scénariste, en effet. Okay. Et comment ça va être distribué en France? Ça va être en DTV ou en salle? Vous avez trouvé un distributeur? Alors, en fait, là, non, on a, comme je le disais, il avait été prévendu Cannes dernier dans certains pays, je crois de l'Est ou scandinave. Et là, il a été vendu au Japon. Alors, au Japon, a priori, il va peut-être sortir en salle, ce qui serait quand même super cool. Super classe. En France, il y a des contacts pris, c'est pas encore fait. Moi, selon je me fais pas non plus le porte-parole du réal et vendeur, mais a priori, ce sera plus en DVD qu'en salle. Donc il y a déjà des pistes pour... Oui, il y a les festivals aussi, il sera à Sitges, ça c'est sûr, et a priori dans un festival français, mais je peux pas en dire plus. D'accord, et comment est-ce que vous avez réussi à produire ce film? Parce que c'est pas fréquent les films de genre français, d'horreur, de tension, comme ça. Comment est-ce que vous arrivez à réussir à rassembler l'argent pour le filmer? Parce que ça demande beaucoup de moyens quand même. Ah, ça c'est l'histoire la plus intéressante du film, c'est que on a vu toute cette vague, ce qu'on appelle la French Fryer, en fait tous les films produits on va dire par Canal+, il fallait le feu vert de Canal+ pour vous réunir 2, 3, 4, 5 millions pour ceux qui ont eu le plus d'argent. Je pense à l'intérieur. Martyr non, Martyr c'est un film canadien, mais Frontier, il était en French Fryer, ouais. Tout ce qui a été produit comment ça s'appelle par la fabrique de films, donc à l'intérieur il y a eu Mutant d'un côté, il y a eu Humain, non Humain, Humain. Maléfique, ça c'était encore avant. Donc voilà, il y a eu plein de films qui sont sortis et nous c'est des guichets officiels, il y a le CNC, etc. Donc là tu peux avoir pas mal d'argent, ça prend du temps. Nous ça n'a rien à voir avec ça. On pourrait presque dire d'une certaine manière que c'est une bande amateur à l'origine, fait avec quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, et le film était parti comme ça en fait. Au tout début, il y a 1 an et demi je pense, non il y a 1 an, putain ouais ça passe vite. David m'a appelé pour me dire, pour rentrer dans les détails, sa sœur est Laurie Chalewa, animatrice de télévision sur Direct 8. J'étais chroniqueur cinéma sur Direct 8. Un jour il est venu, on s'est rencontrés, bim, t'aimes bien le cinéma de genre, hop, c'était parti comme en 40. Et un jour, je savais qu'il est à Cannes depuis 3-4 ans, et lui il vend des films, vraiment des séries B, des films d'action, etc., de tous les pays. Il essaie de les vendre aux chaînes françaises ou étrangères. Et un jour il a voulu passer le pas, et je pense que c'est son objectif de créer un catalogue en fait de films de genre français ou produits en France et tournés en anglais. Et il a dit voilà, j'ai une idée. Alors le pitch c'est ça, c'est une comète passe et il y a des gens qui se passent un truc. Et à partir de là, moi j'ai construit un synopsis, il m'a fait Banco, t'y vas. Et on était parti sur un film huis clos plutôt. Donc très peu d'extérieur, très peu d'effets visuels, vraiment que sur la tension, sur les personnages, sur la peur du noir. Et voilà, on était parti sur un budget de 10 000, 20 000 euros. Au lieu de faire un court, allez, on fait un long, quoi. Ce qui ressort pas du tout sur le film, puisque sur les teasers, on voit énormément de scènes d'extérieur, du coup. Et en fait, voilà, ça a évolué très vite, c'est que il a voulu faire un teaser. Donc on a fait un teaser juste avant Cannes de l'année dernière. Et en fait, il est parti avec ce teaser et très vite, il a compris que les gens étaient intéressés, en fait. Il y a un coproducteur qui est arrivé, Section 5, Julien Dunant, qui sont producteurs de documentaires. Ils avaient fait un documentaire sur John Carpenter, et là, il y a eu dernièrement, qui a fait un peu de buzz, ils ont fait le documentaire, ils ont produit le documentaire sur Nicolas Winding Refn, réalisé par Laurent Duroche de Mad Movies. Et donc lui, il a dit, voilà, moi, je suis prêt à t'accompagner sur ce projet-là. Et là, tout de suite, on va dire que le budget a été multiplié par 5, par les préventes et par l'arrivée d'un coproducteur, etc. Est-ce que le choix justement de faire un film qui soit plus ou moins autoproduit, c'est quelque chose de volontaire, enfin, ou est-ce que vous avez quand même tenté Non, depuis le début, c'était depuis le début, c'est une aventure. Il y en a d'autres qui le font en France, plutôt dans le court-métrage, mais
qui essaient de faire des films de long. Je pense à François Gaillard et Le Chat qui fume, qui font Black Aria, sur des choses, des trucs très très orientés et avec pour une niche. Donc ils font les festivals, ils font un peu de vente en DVD. Mais nous l'idée c'était vraiment de toucher un public assez large, quoi. Et David, il avait parlé avec des acheteurs en fait, et il avait proposé plusieurs projets, et la plupart des gens se disaient ouais, vraiment Dead Shadow, vous avez un truc à Paris, voilà, si on peut faire quelque chose avec ça peut être vraiment. Il y a un côté un peu comment dire, opportuniste à la fois, faut pas le nier, hein, c'est pas très grave, et c'est pour ça la sortie en salle finalement en France, on s'en fiche un peu, on n'a pas cette ambition là, on a vraiment cette ambition de Roger Corman, série B, de se faire plaisir, et comme je disais, avec un budget au final de 100 000 euros. Et c'est pas beaucoup pour le résultat à l'écran. On est parti, il m'appelait tous les 5 jours pour me dire mec, tu peux rajouter des monstres. Donc je rajoutais des monstres, voilà, on partait dehors, il y avait des tentacules, alors qu'à l'origine c'était vraiment low profile, quoi. Et très vite on est parti sur un film qui a vraiment plus d'ambition, qui au final n'a pas forcément toujours les moyens de ses ambitions, mais qui a des scènes d'action, est pas bien géré, c'est aussi au niveau de l'équipe technique, hein, le mec qui signe la BO, la musique du film, c'est celui qui fait Gear of War. On a le sound design, c'est un vieux de la vieille qui a fait les Carpenters, etc. Donc voilà, on a essayé de soigner un peu cet aspect-là aussi, et finalement on a un produit fini, là, qui a été montré, qui a été acheté, qui intéresse. Il y a des déçus, hein, il y en aura toujours, hein, mais quand après ils voient un peu le budget du film, ils font ah oui quand même. Donc là il y a un peu de ça, c'est une première victoire, on va dire. Le film est totalement fini, il est fini. Là il reste 3 semaines, je crois, la copie qui était montrée à Cannes, il y avait il y avait un retard de sound design et de mixage, donc c'est vrai qu'il y avait quelques effets qui manquaient et quelques effets spéciaux à soigner, mais c'est une histoire de 1 mois, genre pour le début de l'été, le film est fini et prêt à livraison. Des dates de projection pour les pays qui ont acheté ou... Non du tout, ça, tu sais que ça vient d'être acheté. Le Japon doit se demander comment, l'acheteur, comment on le vend. Voilà, comment le distribue. Mais ça va être assez facile. La Horde a énormément marché là-bas. La Horde, les films français marchent très très bien à l'étranger. Ils ont vu la bande-annonce Tentacule, femme araignée. C'est gagné. Ils sont pas posé beaucoup de questions avec tout ce qui est Sushi Typhoon et compagnie. Eux, ils sont demandeurs. À ton avis, est-ce qu'on peut produire en France, parce que votre démarche, donc c'est du volontariat d'avoir voulu faire comme ça quelque chose d'autoproduit, est-ce qu'on peut faire en France des films libres, horrifiques, en se faisant vraiment totalement plaisir, un gros délire un plus ou moins de nerd quand même, sans passer par... en passant par le CNC, par Canal+. Justement, je vais compléter ta question, parce que quand on regarde le documentaire Viande d'origine française... Très bon documentaire. Christian Schulman, et j'ai oublié le deuxième... bref. Enfin, les mecs qui avaient fait... C'est Yannick Dahan, non non. Il est intervenant, mais c'est sa bande. Et globalement, on comprend que le CNC est très, très, très réfractaire à donner de l'argent pour les films d'horreur, de genre, de tension, d'action. C'est très compliqué, en fait. Il y a plein de raisons. C'est qu'il y a le CNC, il y a les chaînes, un film d'horreur extrême, tu peux pas, au niveau de la fenêtre, tu peux pas le diffuser à 20h, tu peux pas le diffuser à 22, tu le diffuses à minuit presque. Il y a que Canal qui donne de l'argent. Il y a que Canal, et regarde, et c'est terrible à dire, mais par exemple, Canal ne veut plus, ça c'est pas de secret de polichinelle, mais c'est dans les bruits de couloir, mais Canal+, French Fryer ne veut plus signer de premier film, en fait. Donc maintenant, ils ne prennent que des réalisateurs qui ont déjà fait quelque chose. Et ils ont commencé à rentrer dans le genre en faisant, et moi je trouve ça, ils n'ont pris que des auteurs-réalisateurs. C'est-à-dire que c'était un réalisateur qui arrivait avec son histoire. C'est lui qui fait tout, quoi. Et voilà, et ça c'est un peu l'héritage français. Ouais. Mais la politique d'auteur, mais tu regardes les scénarios, la plupart c'était mais non, mais c'est que tu sentais que c'était à la fois genre un premier, donc on va déjà bien soigner la forme et puis on fera l'histoire pour le deuxième. Enfin, il y avait un peu ça. Il y a des trucs, moi j'adore à l'intérieur, il y a des trucs hyper bien, moi je trouve ça vraiment réussi. Il y a une vraie proposition de cinéma. Après on aime ou pas, mais tu regardes Mutant, tu regardes La Meute et tout, c'est très, et Humain, j'en parle même pas, mais c'est triste, quoi. Mais ils ont quand même, comme dirait aussi dans Viande d'origine française, ils ont réussi à faire leur film, quoi. Donc c'est une victoire. Et les Espagnols, nous on célèbre Rec, l'orphelinat, mais les Espagnols, quand ils disent mais arrêtez, vous faites vos films, quoi. Alors là, l'Espagne est rentrée dans une autre démarche un peu plus industrielle où il y a que des copies, quoi. C'est que des copier-coller et c'est un peu difficile de trouver la qualité. Mais en fait, nous, ils font un succès.
Il faut 800 000 entrées, et celui qui a fait le plus pour l'instant, c'est Hill, avec 200 000, c'est il y a un petit bout de temps. Il faut 800 000 entrées, il faut un rec, il faut un orphelinat. Et à partir de là, les gens qui mettent de l'argent se diraient ah oui, tiens, c'est possible que... et à un moment, et c'était le Pacte qui a distribué la Horde, s'est dit on a notre rec, c'est la Horde. Mais non, en fait. Il a fait combien d'entrées, la Horde ? Il a pas fait plus que ses copains. Il a dû faire 100 000 maximum. Ouais, 50 000. Ce qui est un peu triste parce que c'était une bonne tentative. Même si le film est pas bon, c'était une bonne tentative. Justement, pour rester un peu sur la Horde, le financement, je vais rester un peu sur le financement, mais le financement par le crowdfunding, est-ce que c'est quelque chose qui toi t'intéresse ou Alors, en fait, pour toi, qu'est-ce que t'en penses pour les justement souvent ça arrive à la fin, c'est-à-dire que en gros c'est pour une post-prod, mais genre ou pour la promotion ou ce genre de choses et avoir ton nom. Ça s'est pas révélé pour l'instant à part aux États-Unis, et pour des petits budgets c'est pas révélé très efficace quoi. Pour le jeu vidéo ça marche aux États-Unis beaucoup. Ouais, mais on a les trains de retard qu'on a. C'est possible, mais pour l'instant tu vois la Horde en gros c'était parce qu'ils avaient plus d'argent pour finir les effets spéciaux, je crois, un truc comme ça. Et déjà la moitié des gens étaient bénévoles, donc. Puis dans le jeu vidéo c'est encore très rare, c'est pas non plus. On a des films sur Kickstarter des jeux sur Kickstarter qui commencent vraiment à lever 35 000 € facilement quoi. Mais c'est encore les débuts, c'est pas. Ça commence à bien marcher. D'accord. Là, franchement, j'ai pas de réponse, mais alors après c'est comme pour la musique, hein. Il suffit d'un et tu vois, je sais plus j'allais dire quel connard, mais je suis un peu vache, mais My Major Company, le mec 1+1+1 il fonctionne et puis c'est réglé quoi. J'ai oublié ça. Mais il y a eu des films qui ont marché, mais c'est surtout aux États-Unis quoi. Il y a eu pas mal de documentaires. Je sais qu'il y a le truc sur Pirate Bay. Il y a eu un truc là sur les jeux indépendants. Enfin, il y en a eu pas mal quand même mais en France, c'est vrai que j'en ai pas vu quoi. On va peut-être parler maintenant un petit peu de ton travail. J'avais encore une autre question justement sur cette production-là. On voit quand même que la France, il me semble, c'est le troisième le troisième pays producteur de films dans le monde. Et pourtant, il y a peu de films de genre. Il y a peu, surtout de films d'horreur, parce qu'on peut avoir des films, des polars, on en a énormément. Ouais, les polars, mais c'est vers quoi tout le monde se dirige. Hein. Mais est-ce que c'est quelque chose qui s'arrange, c'est quelque chose qui évolue? Non, là, il y a un frein. T'es fataliste. Il y a un frein avec c'est-à-dire que tous ceux qui font des films, même, tu vois, avec le deuxième des réalisateurs de À l'intérieur, qui s'appelle, je me rappelle plus. Le film dans la maison avec les danseuses. Je me rappelle plus. Je pourrais pas grave. Et en fait. La sortie française, ils s'en fichent. Vraiment, clairement. Hein. C'est-à-dire que c'est destiné à l'international. C'est l'international. Mais pourquoi ? Parce que en gros, ça fonctionne pas. Il y a pas de public, ça sert à rien d'essayer. On le sort sur Tokopi, Publicis Cinéma et Orient Express à Paris. Et voilà. Et les gens qui veulent aller le voir, iront le voir. C'est comme les gens vont voir des films d'horreur étrangers, mais pourquoi ils iraient pas voir de films français ? Oui, c'est clair. Quand tu vois Devil Inside, qui est une grosse merde et qui fait, mais exactement. Non, mais et qui remplit peut-être parce que les gens. Ça parle français, c'est un premier. Il y a une première barrière, ça parle français quoi, non c'est pas crédible, etc. Il y a un peu de ça, c'est malheureux à dire, mais le public fan qui va voir ces films là, c'est un public qui aime la VO, l'anglais, et il y a un peu de ça, c'est un peu, c'est pas tous hein, mais il y a un peu cette idée là, et je pense qu'on n'a pas eu les films étaient pas forcément grand public, enfin si tu regardes vraiment, c'était quand même des films, comme c'était des premiers films, les gens la plupart des réals et auteurs se sont dit je vais tout mettre dedans, ils ont mis leur trip quoi, et vraiment c'est pour ça qu'il y en a des biens, c'est pour ça qu'il y en a des ratés, etc. Je crois que c'était l'Orphelinat, il me semble, qui était avec Maïouet, non, je sais plus. Saint-Ange, tu veux dire. Saint-Ange, oui, voilà. C'était un petit bout de temps. 2004, ouais, c'était par Pascal Logier qui a fait Martyr après, et qui revient avec. Qui a plutôt bien marché pour le coup. Ouais, qui revient avec The Secret là à la rentrée. Et non, en fait, il y a quand même cette idée. C'était Esquad qui avait produit, et Esquad fait plus de films, par exemple, de genre. La French Fire, ils attendent que ça soit des deuxièmes longs. Donc en fait, il y a eu toute cette génération de fanboys et quelques journalistes, il faut avouer, qui avaient soutenu les Peter Jackson, les Del Toro et les Sam Raimi depuis toujours, et qui maintenant qu'ils sont devenus les maîtres du monde, se sont dit ça va être peut-être à notre tour, et à raison. Et ces gens-là n'ont pas réussi à creuser le sillon, un petit peu mais pas complètement. Et peut-être que ça va se passer, il va falloir que ça soit des réalisateurs déjà aguerris qui se mettent au genre ou détournent le genre, ou pour qu'il se passe un truc, ou qu'il y ait un acteur qui se décide à appuyer un projet, que ça soit tu vois, l'Orphelinat par exemple, mine de rien c'est un film de genre, mais c'est avant tout un drame quoi.
Ce que je veux dire, c'est vraiment ça. Rec, on peut dire ce qu'on veut, c'est un film d'action. Il y a quand même... Faut pas que ça soit uniquement du film horrifique. C'est l'horreur, les zombies, enfin tu vois, la horde, mutants, machin, c'est que des zombies. La meute, c'est des ghouls. Enfin, il y a vraiment... Manque de créativité. Il y a un manque de créativité, on a peur. C'est-à-dire et c'est pas de la faute des réalisateurs et des auteurs, c'est aussi de la faute des producteurs qui se disent non, on va faire la sécurité, les gens ils veulent ça, on va leur donner ça, mais les gens qui veulent ça, qui sont fans de ça, c'est pas les gens qui vont en salle, c'est les gens qui consomment sur internet, qui consomment en DVD. Donc c'est aussi cette fenêtre là qu'on essaie de jouer. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que c'est vraiment un problème qui est uniquement dans le cinéma d'épouvante, parce que quand on voit que le CNC qui avait refusé de donner de la thune pour The Artist, tu dis que alors que The Artist c'est quand même Hazanavicius, il y a on te met quand même Bérénice Bejo et Dujardin dans le casting, et on veut pas donner de thune à ça, que ça il demandait pas tant d'argent que ça. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est pas forcément que le cinéma de genre, que c'est vraiment tous les cinémas. Il y a des cinémas, c'est la comédie française, à part la comédie beauf, a vraiment du mal. Il y a pas de teen movie français par exemple. Il y a plein de trucs. Ouais, voilà, super. Non, si, il y a les beaux gosses. Oui, c'est le seul. C'est une anomalie, les beaux gosses. C'est une anomalie, comme tu dis. Non, il y a cette idée. Il y a différents cinémas, on va dire, français, mais nourris d'une culture américaine. Et des gens qui ont 30-40 ans maintenant. Et ils essaient pas de refaire ces films-là. Mais c'est pas notre culture à nous, mais on l'a digéré. C'est le problème. Et on n'arrive pas toujours à faire les films. C'est ça le problème. Enfin, de mon point de vue, c'est le problème, c'est qu'ils sont trop dans la citation de Verhoeven, des choses comme ça. Et c'est peut-être qu'on n'a pas eu en France de culture fantastique assez développée. Tu rigoles ou quoi? Non, mais dans les années, attends, franchement, la soupe aux choux, non, mais faut regarder. On a eu Mobius, on a eu des têtes de trucs, on a eu Fantomas, regardez les serials télévisuels des années 50-60. C'était que ça. Tu regardes Franju, il y en a énormément. Et après, il y a eu une coupure. Il y a eu la nouvelle vague, quoi. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Oui, mais c'est peut-être que justement, il n'y a pas eu de modèle cinématographique, c'était que des choses télévisuelles et que les gens... Non, Franju ou comment il les noms, il fait tellement chaud dans cette cave, nous sommes dans une cave. Oui, il fait chaud. Que mes neurones ne fonctionnent pas à 100%, tu vois, j'arrive même pas à le dire. Mais non, il y a vraiment une histoire, il y a eu à la Cinémathèque, là, le fantastique français. Est-ce que c'était un peu trop vieux ? Il y a un héritage, mais qui est peut-être trop ancien, c'est vrai. Alors que, par exemple, l'Espagne... sort d'une dictature il n'y a pas si longtemps que ça en fait, et donc il y a une violence en eux comme les États-Unis et d'autres pays qui n'y a peut-être pas en France en fait, qui est quand même le pays des Lumières, qui est le pays des auteurs, etc. Il y a peut-être une explication, on est plus sage, on est plus sérieux potentiellement. Là je sais même pas, mais je pense que les films de genre continueront à se faire. Là, en ce moment, il y a une vague qui est prise, c'est le polar, le film urbain de flics. Par exemple, tu parlais de The Artist, Langman, quoi qu'on pense de lui, il soutient des projets comme ça. Il a produit le remake de Maniac avec Aja. Donc, ça, a priori, c'est le début d'une collection. Donc, il y a plein de remakes qui vont arriver. Et si c'est comme Maniac, une belle surprise, c'est cool. Il signe Colt 45. C'est Fabrice Duvels qui avait fait Vignan et Calvaire, qui va faire un film de flic, etc. Donc voilà, il y a quand même des trucs qui se passent. Michael Placido qui revient avec Le Guetteur, avec Kassovitz et Auteuil, les scénaristes sont des journalistes un peu comme moi qui ont été nourris par tout ça. Le film, il a coûté 9 millions, il a été fait. Enfin voilà, il y a quand même des trucs qui se passent avec des millions d'euros, avec des entrées potentielles, avec une ouverture. Mais le French Fryer, et peut-être que le fait de mettre dans une carte French Fryer, c'était pas la bonne idée. Hein. Ouais. On passe un peu à la suite. On va passer maintenant à ton rôle sur Dead Shadows, ton rôle dans le film. Donc tu étais scénariste. En quoi ça consiste ? Je suis le scénariste. Il y a un personnage de scénariste dans le film. Non, je rigole. En quoi ça Elle est nulle celle-là. Pardon. C'est Shyamalan, il fait le rôle du critique de cinéma qui se fait tuer dans La Jeune Fille de l'eau, je crois. C'est horrible. Donc, en quoi consiste ton travail ? Et est-ce que c'est toi qui as été contacté par les réalisateurs, ou est-ce que c'est toi qui lui a proposé c'est assez drôle. Je vous avoue, je sais pas si c'est assez drôle de le dire, mais à un moment donné, il a commencé à lancer le projet et il a mis une annonce sur Facebook. Vraiment. Recherche scénariste. Quasiment, ouais, c'était assez drôle. Et moi, j'ai du tac au tac, j'ai fait why not ? Vas-y, hein. Moi j'ai écrit pour la télé, j'ai fait des cours, etc. Et à partir de là, ça a été, je pense, des étapes assez basiques. Moi, c'est ce que j'avais déjà vécu avant pour les séries télé ou autres. C'est il a ses idées, t'échanges avec lui et après tu reviens avec un synopsis de 3-4 pages. À partir de là, c'est validé, tu signes un contrat et tu écris le scénario ou un traitement. Après, il y a des retours avec lui, V1, V2, V3, j'en passe, c'est des meilleurs. Réécriture de scènes selon les acteurs. Réécriture avec les acteurs, je l'ai fait avec John Fallon,
qui est journaliste sur Arrow in the Head, joblo.com, qui est un journaliste, acteur assez connu. On l'avait revu, il était venu pendant tout le tournage, on avait revu les dialogues ensemble, c'était assez cool, c'est un Québécois, c'était vraiment fun. Après le film, pendant le tournage, il a fallu des fois que je réécrive des scènes parce qu'il y a des trucs qu'on pouvait pas tourner, il fallait des voix off. Enfin, tu vois, il y a comme ça des relances un peu perpétuelles. C'est le film, moi je dis toujours, et c'est même, ça vient pas de moi, je pense. Le film, il y a 3 films qui existent en fait. Il y a un premier film qui existe sur le papier, le scénario, donc ça c'est le premier film. Il y a un deuxième film qui se fait au tournage et il y a un troisième film qui se fait au montage, et c'est 3 films totalement différents. Mais au final, est-ce que écrire un film d'horreur, c'est comme écrire une comédie dramatique, ou il y a des spécificités des genres, des choses qui sont inhérentes au genre? Comme c'est un film où il y a un personnage principal et où il est souvent tout seul, il y a beaucoup de descriptifs en fait. J'ai beaucoup décrit les combats, ses peurs, sa peur du noir, etc. Donc il y a beaucoup de scènes de tension où il est seul, où voilà, c'est pas forcément simple à écrire, mais c'était assez passionnant. Moi, l'idée, c'était que quand tu lis le scénario, si tu bloques à un dialogue ou une phrase ou une description, c'est que c'est pas bon. Si tu le lis comme un article ou comme une nouvelle, ou un truc comme ça, c'est qu'il y a d'une certaine manière, tu te le représentes en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu un automatisme. Et on m'a dit que le scénario fonctionnait vraiment bien comme ça, et je pense que ça se retrouve aussi un peu à l'écran. On en parlait tout à l'heure, la France, c'est le pays de la nouvelle vague, c'est le pays de l'auteur avec un rang A. Est-ce que c'est pas compliqué pour un scénariste de travailler avec un réalisateur, et enfin comment ça s'est passé tes relations avec David Cholewa, pardon, et voilà, est-ce que en France, t'as eu l'impression d'avoir ta place, ou est-ce que justement le scénario est quand même guidé beaucoup par le réalisateur? Alors, de fait, c'est pas dans les mêmes conditions que sur un long produit, etc. Ouais. Quand tu vois Aaron Sorkin qui est tous les jours de tournage, il fait ce qu'il veut. Sur le David Fincher, sur Social Network. Andrew Kevin Walker, il a toujours été aussi sur Seven, il a toujours été avec David Fincher. Sinon, il n'y a pas forcément de scénaristes qui mettent les pieds sur le tournage. Nous, ça a été comme au niveau du scénario, comment est-ce que tu as travaillé par exemple avec David? En fait, vraiment, il m'a laissé libre en fait. Au bout d'un moment, il m'a laissé libre, et des fois il me rappelait pour me dire est-ce que tu peux rajouter ça. Des fois, on argumentait, pareil sur la fin, on a beaucoup argumenté pour savoir vers quoi on allait ou pas. Lui voulait d'un truc assez impressionnant en fait. Vraiment un gros final. Moi je voulais que ça reste en raccord avec les personnages en fait, tu vois. Parce que moi j'avais une idée de fin un peu intimiste, on va dire, qui revenait sur le personnage et le personnage de sa voisine, et lui là j'avais dit c'est caricatural et c'est pas ça, mais faire exploser la Terre quoi, ouais. Tu vois. Et donc il fallait trouver le raccord entre les deux. Donc il faut exploser la Terre, mais il pleure en même temps. Il y a un peu de ça, on va dire. Je dirais pas comment ça se termine. Mais mélancolie, j'adore. Mais donc il y avait ces retours-là. Après, des fois, ça a pu être difficile parce que lui, il était partout. C'est-à-dire qu'il devait tout gérer en fait. Donc c'est vrai que parfois, il me demandait des trucs un peu trop en urgence, et moi, j'étais pas trop au courant de ce qui se passait. Donc c'est vrai que des fois, dans l'urgence, ça aurait pu mieux se passer, mais c'est l'urgence quoi. C'est-à-dire que vraiment, le tournage il a duré 1 mois, mais la prépa elle a duré 3 semaines. Donc c'est hyper court pour un film, pour un long métrage, 3 semaines de prépa, et c'était du délire intégral quoi, vraiment. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a une urgence dans le film aussi, c'est que tout s'est fait comme ça, même jusqu'au tournage. Dernière question. Ouais. Dernière question, je la pose. Vas-y, je t'en prie. On sent que c'est un mélange de genres absolu. Il y a des extraterrestres, de zombies, SF, zombies, horreur pure. Est-ce que pour toi c'était ton grand kiff? Est-ce que tu as donné tout ce que tu avais, toutes tes influences, tous tes délires Mais merci, c'est une question très intéressante. Non, c'est vraiment assez passionnant ça, parce que moi quand j'ai écrit le film, ça va paraître, je sais pas si c'est bête de dire ça ou si d'autres scénaristes le disent, mais moi quand je suis parti pour écrire, je n'avais aucune référence ou influence pour écrire le film. Vraiment, c'est terrible à dire, mais je suis parti avec... En gros, j'avais tout digéré ou phagocyté, ou etc. Et en gros, il y a plein de trucs qui m'ont apparu après coup, et où je me suis dit, putain, mais oui, ça vient de là. Alors que sur le moment, pas du tout. Je sais que lui, il avait des références bande dessinée, de films, etc. Et moi, d'un autre côté, pas du tout, en fait. Donc lui, il avait peut-être des films des années 80, genre pour la mise en scène, pour la photo, et pour certains monstres avec... le designer, il avait des idées, etc. Et moi, d'un autre côté, j'étais parti sur complètement autre chose, et c'était
donc lui le côté visuel, moi le côté personnage. Et en fait, comme je me suis resté vraiment sur les personnages, parce qu'en fait quand tu écris, tu peux donner une description des monstres, mais c'est surtout en post-prod ou en maquillage que ça va jouer. Donc là, mon rôle, il est pas mineur, mais entre guillemets, il peut changer. C'est-à-dire que le scénario, il peut vraiment évoluer. C'est là qu'il évolue le plus, en fait. C'est dans les scènes d'action, dans les scènes d'horreur, etc. Et en fait, un truc qui est ressorti, moi j'ai trouvé, et sur lequel je m'y attendais pas du tout quand j'ai vu le film, c'est qu'il y a un côté teen movie, en fait, qui vire horreur, un peu à la The Faculty, etc., que je m'attendais pas du tout, en fait. Moi, je m'attendais à avoir je croyais avoir écrit un vrai film d'horreur, purement et simplement. Et en fait, non, il y a un vrai côté teen dans les relations entre les personnages, et d'enjeux, d'évolution, de comment l'horreur s'infiltre, etc. Et c'est plutôt une bonne surprise, en fait. Tu dis, ah putain, il y avait tout ça, j'avais même pas vu, quoi. Ok. Merci beaucoup. De rien, salut. On rappelle, tu as très bien répondu à nos questions, je pense qu'on peut donner une bonne note. Les gens qui donnent des notes à leurs invités, ça va être pas mal. Ça fait très l'émission de France 2 pendant la campagne des paroles et des actes. Oui, c'est clair. C'est moi. Alors le public. Rappelle, le nom du film, donc c'est Dead Shadows, et voilà, sortie indéterminée, on verra. Voilà. Donc Dead Shadows. Vendu au Japon. Vendu au Japon. Allez au Japon pour le voir. Ouais, mais s'il y a une avant-première pour une sortie ça, je pense qu'il y a une partie de l'équipe qui partira. Donc David Scholler, réalisateur. Je répète les acteurs: John Fallon, Rurik Saleh de Movies, ouais. Qui est Fabien Wolfroff, je crois, qui joue le rôle principal et qui est très cool. Donc voilà, pour l'instant là c'est régalez-vous de l'affiche et du trailer, et après sur deadshadows.com. Tout à fait. Et puis et a priori, si celui-là marche, et c'est bien parti pour, il y en aura d'autres, en fait. Une suite ou pas une suite, un préquel. Un préquel. Comment on va l'appeler? Dead Prometheus? Non, c'est pas. Non, en fait, l'idée c'est vraiment de créer un catalogue de high concept, comme on dit, high concept. D'accord. Avec des films de SF 80, dans l'espace, avec des enfants tueurs. Il y a plein de projets qui peuvent venir, et avec un peu plus d'argent, quoi. On aurait 500 000 €, ce serait parfait, quoi. Le high concept, c'est Don Simpson? Comment il s'appelait le gars qui a inventé le high concept? Je crois, ouais, il y a de ça. Aucune idée, vas-y, Xavier. Étale ta culture. La culture, c'est comme la confiture. Voilà, exactement. Voilà, je pense qu'on peut balancer le jingle cinéma. La touche pas, sale pute. Le jingle. Est-ce que t'aboies tout le temps, petit rock? Où est-ce que tu vas? Describe it in single words. Only the pictures come in your mind. About your mother? Mother? Alors justement, ne la touche pas, sale pute. Hier, quand je suis allé voir Prometheus, au tout début, juste avant le début du film, j'ai crié ça dans ma salle. Il y a des gens qui ont vraiment eu l'air offusqués. Ils n'avaient pas compris le lien, le rapport avec Alien. Je pense qu'en fait, on en parlera tout à l'heure, mais VF, tout ça. Ouais. Les gens le connaissent qu'en VO. Oui, bien sûr. C'est très crédible ce que tu racontes. Alors, cinéma, aujourd'hui, nous allons parler d'Iron Sky, de Cosmopolis, de Prometheus et de Men in Black 3. Et nous allons commencer avec Iron Sky. Tout à l'heure, Vincent nous a dit what the fuck, vous commencez avec Iron Sky? Et bah oui. Non, mais je crois que il était au BIF, il a été présenté au BIF, là, au festival bruxellois. Ouais. Et pourquoi j'ai fait l'accent? Oui, c'est raciste. C'est honteux. Surtout que dès que j'essaye de faire un accent, que ce soit antillais, japonais, ce que tu veux, je fais toujours l'accent belge, c'est n'importe quoi. Et en fait, le buzz est bon. Le buzz est bon. Mais le film est mauvais. Enfin, putain. Ah merde, ce qui part. Oh, si, quand même, merde. C'est de la merde. Tu l'as pas encore vu? Non, je l'ai pas encore vu. On m'a dit que c'est. Bon, il y a un ventre très mou, comme on appelle ça dans le langage professionnel, mais que voilà, ça a de la gueule, quoi. Il est obèse. Alors, il est plutôt beau. Bref, je pitch. Je vais pas pitcher ça. Alors, ça non, franchement. Non. Alors, c'est intéressant au niveau du concept. Iron Sky, c'est un film donc de Timo Vuorensola, avec Julia Dietz, avec Götz Otto et avec Udo Kier. Alors, juste une chose. C'est les Allemands, tout ça. C'est les Allemands. Ouais. Le film a été coproduit par l'État d'Hesse en Allemagne. D'accord. C'est-à-dire qu'un Bund régional allemand a dit. On met de l'oseille sur ce film, les mecs. C'est quand même assez fou. On se demande de quel bord politique ils sont. Hein. Et c'est ça qui est tellement bizarre. Attends, je pitch déjà parce que là, Iron Sky, les gens savent pas forcément de quoi il s'agit, même si on en a déjà parlé rapidement dans l'émission. Ça se passe en 2018. Sarah Palin, qui est présidente des États-Unis, fait donc campagne pour sa réélection. La bonne SF là. Elle fait campagne pour sa réélection. Elle envoie un noir sur la Lune parce que ça fait bien.
Voilà. C'est même pas l'astronaute, c'est juste c'est un mannequin. Le mec, c'est un mannequin. Et la balle, donc ce blague va être capturé par des nazis qui s'étaient réfugiés sur la face cachée de la Lune en 1945. Avec les Transformers, donc. Avec exactement, les Transformers. Non, mais c'est basé en fait sur une légende urbaine d'un ovni du Troisième Reich. Il y a toute une page Wikipédia sur cet ovni du Troisième Reich. Et voilà. À la base, le concept, on parlait de la concept tout à l'heure, le concept est plutôt bien, il aurait pu être bien amené. Il a été décliné par New Image, je crois, qui a fait les nazis du centre de la Terre. Là, exact, tout à fait. Tout à fait. Alors, juste pour compléter ce qu'a dit Geoffroy, les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont développé des tonnes de projets aéronautiques, des fusées totalement dingues, et ils avaient fait des trucs qui ressemblaient plus ou moins à des soucoupes volantes. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Et voilà, il y a des tas de légendes urbaines qui ont été lancées, et ils étaient persuadés qu'il y avait un quatrième Reich. Voilà, bref. Un quatrième Reich en Allemagne, justement. C'est le quatrième Reich sur la Lune. Voilà, c'est totalement sachant qu'au marché du film, il y avait un film, c'était le 25e Reich. Oui, exact. Pas mal non plus. Mais qui est autre chose encore, qu'un autre pitch encore plus barré. C'est très sympa. Donc, faut savoir, ce qui est assez marrant sur ce film, c'est qu'il est quand même en projet depuis 2006. Il est sorti officiellement en Allemagne et en Finlande en avril 2012 parce que c'est un film finno-germano-australien et qui en plus a été financé par les fans sur le principe du crowdfunding justement. Mais en gros, ils ont vraiment dû aller chercher de la thune partout. Voilà, quoi. c'est ça. Il y a 7,5 millions d'euros quand même de budget. Oh putain, ce qui est pas possible. Si, c'est pas mal. Hein. Pour donc, une parodie, c'est beaucoup. Hein. Pour cette merde avec des écrans verts dégueulasses. Ah pardon, excuse-moi. C'est une parodie du nazisme, voilà, monsieur. Non, mais, on va pas commencer là-dessus. Putain. Et donc, il est sorti au Royaume-Uni le 23 mai. Il est déjà disponible en DVD et Blu-ray, donc on peut l'acheter sur Amazon si jamais on est tenté. Ou bien. Et a priori, il y a une sortie en France, sortie prévue en salle. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai? Oui, il y a une sortie prévue en salle. On sait pas quand. Ça peut être cool. Mais en tout cas, sur le site. L'été, un truc comme ça. Ah, ça peut être sympa. Donc ça sort en salle. Et pour les sorties salles de Dead Shadows, il y a toujours pas de nouvelles. Bravo, bah, nous, on n'a pas coûté 8 millions, nous. Hein. Certes. Et donc, en fouillant Wikipédia, j'ai appris qu'il y avait cette histoire de trucs du Troisième Reich, donc sur laquelle est basée, enfin de soucoupe du Troisième Reich, sur laquelle est fondée un peu la mythologie de ce film. Après, c'est pas terrible, quoi. Enfin, j'ai pas. Mais ça a été vendu sur ses effets spéciaux, en fait. Sur, non, les effets spéciaux sont plutôt sympas. Ça a été vendu sur les nazis reviennent sur Terre. Oui, voilà. Non, mais le concept est drôle. Le concept est bien. De rien, la Nazisploitation. Ouais, le concept est bien, sauf que le film est fun. Et le problème, c'est oui, ça existe. J'ai fait une émission Geek Me 5 spéciale là-dessus, moi. Hilda, chienne DSS, truc comme ça. Exactement. C'est sympa ça. Mais là, vous l'avez vu comment le film? Vous l'avez téléchargé comme le cousin d'Allemagne, le cousin d'Allemagne, le cousin suédois, c'est le cousin suédois, finlandais. Non, qui est au Chili pour le coup. Oh putain, c'est de pire en pire. Très drôle. Et donc le film est fun, c'est un bon gros non mais ça part. Vas-y, ça part à la base en tout cas sur un délire un peu nerd, voilà, mais sauf que finalement, moi ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à Bibi et Coyote. Bibi et Coyote, je pense qu'on a tous à peu près le même syndrome. C'est-à-dire qu'on est censé être pour Bibi, sauf que finalement on a de la peine pour Coyote. Tom et Jerry, c'est la même chose. Ou Tom et Jerry. Et ça m'a fait la même chose. J'avais de la peine pour les Allemands. Je trouve ça profondément dérangeant. Enfin, pour les nazis en l'occurrence. J'ai trouvé ça profondément dérangeant. Et là, je te pose la question, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont bêtes. Parce que t'as de la peine pour eux parce qu'ils sont bêtes. Enfin, c'est pas ils sont cons. Je pense qu'ils demandaient pourquoi est-ce que c'est dérangeant. Ouais, voilà. Mais ça, c'est pas une bonne question. Xavier répond. Xavier, t'as trouvé le film assez dérangeant aussi? Ah ouais, totalement dérangeant. Moi, j'étais parti pour voir un truc marrant. Parce que moi, j'aime bien les dés. C'est complaisant, tu veux dire? En fait, le problème, c'est que ça a le cul entre deux chaises. Alors moi, j'ai expliqué mon crête très rapidement. J'étudie l'allemand depuis très longtemps et je suis très sensible à tout ça. Bon, ça peut paraître très con, mais c'est comme ça. Et j'étais très sensibilisé à tout genre de questions. Et moi, ça me dérange pas de voir des nazis dans Indiana Jones. Ça passe très bien parce que les nazis, ça pourrait être totalement autre chose. Et ils se font tuer, donc c'est cool quelque part, mais ça pourrait être des soviétiques. Et c'est donc le cas dans le 4e, mais qui est pas très bon. Ça me dérange pas. Dans Inglourious Basterds, ça me dérangeait parce qu'il y avait un problème sur un problème de manichéisme en disant Til Schweiger par exemple, lui on dit qu'il tue que des SS, mais quand les bastards sont en France ils tuent tous les Allemands et leur font subir toutes les mêmes choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était un problème. Et dans l'autre sens, mais c'est mon point de vue. Et là, j'ai trouvé que c'était très maladroit dans Iron Sky. C'est-à-dire que t'as l'image nazie partout
et c'est super mal exploité. C'est totalement maladroit. Tu vois des croix gammées partout, t'as aucun recul. C'est c'est censé être du second degré, mais au final, dans les discours, dans les titres qui se donnent, ça c'est malheureusement, je trouve que c'est très très premier degré. Et c'est pas de l'orf. Il est très premier degré le film. Hein. Malheureusement. Et il s'improvise un peu. Il fallait qu'il raconte une histoire à un moment donné, quoi. Ouais. Et la dernière scène du film, quand même, il y a un côté film à message. J'ai pas réussi à regarder jusqu'à la fin. Moi. Le nazisme, c'est mal. Non, c'est pas ça. Je sais plus ce qu'elle lui dit. Oui, le black en question. Qui est passé par ça c'est drôle, n'importe quoi, qui a été pas mal, qui est devenu blanc par opération génétique des Allemands, puis qui est redevenu noir. Et là donc il y a une Allemande, une nazie dont il est tombé amoureux, qui lui dit oh tu es enfin comme tu aurais dû être, comme tu es censé être. Et tu fais ouais, enfin la morale du film c'est il faut qu'on soit accepté comme on est. Enfin, c'est un film sur les nazis, donc j'attends pas une morale, quoi. C'est beau. C'est ridicule. Mais alors, moi je trouve que c'est une purge lamentable, mais après j'ai pas réussi à regarder jusqu'au bout. Ce que je trouvais très sympa, c'est la critique des iPhones et des iPads et tout ça, qui sont les armes du malin. Parce qu'il faut savoir qu'avec une Game Boy, vous aviez la puissance pour faire décoller le LEM, donc le module lunaire. Donc avec un iPhone, vous avez la possibilité de faire débarrer tout le parc de fusées de la NASA. Et globalement, voilà, à un moment, il récupère un iPhone et il l'utilise pour faire décoller un truc et ça marche. Ils vont sur Terre pour chercher des iPhones justement parce que ça permet aux nazis d'attaquer la Terre. C'est ça. Voilà. Il y a un seul truc drôle, alors je pense que j'ai rien à foutre, je vais spoiler, il n'y a pas Mathieu qui va faire sa censure. Il y a une scène où il y a le black, donc l'astronaute qui était capturé par les Allemands, qui a été opéré génétiquement. Ouais, exact. Et il a subi un lavage de cerveau. Et donc en fait, il est sur une chaise roulante. Il est sur une chaise roulante et il tient sa main pour qu'elle ne se lève pas. Et moi j'ai explosé de rire parce que c'est Docteur Folamour, c'est la scène dans la réunion de crise, et tu le vois comme ça, il se retient sa main et d'un coup il pète un plomb, il fait tic, j'attendais plus qu'ils disent mon Führer je marche, et ça a été total. Mais c'est un film qui est beaucoup plus une comédie en fait qu'un film de genre vraiment. Ouais, mais c'est bizarre. En fait, le problème c'est que c'est très maladroit, c'est mal écrit. C'est mal écrit, et alors il y a un truc qui est drôle, enfin un autre truc qui est drôle, c'est le côté justement, on critique l'Amérique patriotique, Sarah Palin avec il y a quand même un vaisseau spatial américain qui s'appelle l'USS George W. Bush. Oui, mais encore tu vois, parce que la collusion entre les nazis et Sarah Palin, j'ai trouvé ça très maladroit, parce qu'il faut pas. Oui, bah ouais. Mais je sais pas, moi faut pas le prendre au sérieux. Non mais j'ai mal. Les scènes spatiales sont plutôt bien foutues. Oui, ça c'est pas faux, c'est vrai. Elles sont, c'est plutôt beau. Je l'ai trouvé en HD, machin. Et non, je l'ai trouvé plutôt beau en tout cas. Bon, mais après faut pas le regarder pour voir un espèce. C'est pas un film, ça reste une comédie. Bon, voilà. Moi je manque un peu de recul sur le sujet, mais si vous faites confiance à Geoffroy généralement, faites-lui confiance pour le film. C'est pas terrible. Moi j'ai pas trop aimé, mais bon. Mais je comprends toujours pas en quoi il est sorti. Il est sorti en DVD. Il est sorti en DVD. Blu-ray, ouais. Aux États-Unis ou en France? En Angleterre. En Angleterre. Donc en France, en fait. Donc sur Amazon, vous pouvez le trouver. Ouais, exactement, voilà, mais on l'a acheté par Amazon. Voilà. Voilà. J'ai payé pour cette merde. Maintenant, on va parler de Cosmopolis. Tu vas parler de Cosmopolis. Je vais parler de Cosmopolis. Vous allez parler avec Vincent de Cosmopolis. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu moi. T'as bien aimé ou pas? J'aime Journaliste beaucoup. Cinéma, Ouais. monsieur. Comment? Journaliste cinéma. Hein. Oui. Et alors? Il a vu Cosmopolis. Oui, d'accord. Et ça veut dire qu'il avait bien aimé. Moi, je l'ai vu forcément. en tant que spectateur lambda. Donc Cosmopolis. Donc je sais qu'il prête à débat. Bon, moi ça va, on va en parler. Hein. David Cronenberg, donc ton dernier film, après, comment il s'appelait l'autre? J'ai oublié son nom déjà. Dangerous Method. Dangerous Method. Donc avec Michael Fassbender et Viggo Mortensen sur la psychanalyse et tout ça, c'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Donc alors là on a Robert Pattinson, Juliette Binoche, et Mathieu Amalric et d'autres. Et globalement c'est l'histoire d'un jeune homme, un golden boy milliardaire qui a fait fortune avec... une société qui divulgue des informations, qui voilà, sur internet, qui... Ça reste très vague. Très vague, on sait pas trop, voilà. Des grossistes d'informations. Voilà, qui reçoit ses interlocuteurs, les uns après les autres, dans son bureau, qui est en fait sa limousine pimpée, tunée à mort. Et voilà, donc en fait, c'est 1h48 de discussion, avec des gens plus ou moins, qui jouent plus ou moins bien, qui récitent plus ou moins bien leur texte. Globalement, il n'y a pas vraiment de scénario, quoique d'un quand même une. Les gens qui disaient qu'il y avait absolument rien, que c'était du vide, je suis pas forcément d'accord, parce que il y a quand même
c'est une descente aux enfers. Et rien que ça, une descente aux enfers, de mon point de vue, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ça peut faire une très bonne esquisse de scénario, une descente aux enfers. Voir le personnage se métamorphoser et être en déchéance. Plus que sa déchéance, c'est la déchéance du monde qui l'entoure en fait. Aussi, oui. Parce que faut expliquer, il y a le président des États-Unis qui est en visite à New York, ça se passe. Oui, il y a ça, il y a la monnaie chinoise qui est yuan, en chute. Ouais. Il y a des rats géants, il y a... Non, c'est... Mais au-delà même de... Parce que là, on parle de faits concrets, en fait. Il y a, je trouve, une sorte de déconstruction et de déchéance allégorique, en fait, du monde qui nous entoure. Oui, il se détruit en même temps que le monde qui est autour de lui. Ouais. Moi, je trouve... Moi, je m'attendais pas du tout à que ce soit un film comme ça. C'est-à-dire, à savoir, juste sur le dialogue. C'est-à-dire que, en effet, comme tu dis, pendant 1h48... il n'y a quasiment pas de silence. C'est du chant contre chant. Voilà. Et alors, la mise en scène est fabuleuse parce qu'il gère cet espace de manière très bien, brillante. Hein. Les ouvertures de portes sur l'extérieur avec le bruit qui rentre, c'est fabuleux. La manière dont se déplacent les personnages dans la voiture, c'est génial. Pattinson, comme je l'appelle. Il y a un gros travail sur le son. Et vraiment, je trouve le choix, parce que c'était Colin Farrell qui était à l'origine, je vois pas comment il aurait pu. Ouais, Colin Farrell et Marion Cotillard. À la place de Binoche, je pense. Mais Binoche a 3 minutes, donc ça... Oui, mais Binoche, elle est bien. Ouais, non, mais il y a un truc... Alors, le film est hyper retors, hyper abscon et hyper froid. Et moi, dans la salle où j'étais, les gens partaient, les gens soufflaient. Oui, je l'ai vu avec une personne qui a détesté le film, c'est de la branlette, considéré comme de la branlette. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc qui est fabuleux, c'est comment Cronenberg, qui est quand même le cinéaste de la chair, remet la parole et le langage et... parfois l'absence de langage et au centre de son dispositif de mise en scène. La chatroom dit aussi apparemment le cul. Oui, enfin, il y a un rapport au sexe, mais comme toujours... Mais c'est un rapport, entre guillemets, voilà, par le langage. C'est-à-dire que la manière dont il gère le langage, et qui est une parole libérée et libérale pour le coup, et comment cette parole va te décrire, plus que de montrer visuellement, va te décrire comment le monde peut arriver à sa fin. Il y a un truc de passionnant. Moi, j'ai mis 20 minutes à rentrer dans le film, et une fois que j'étais dedans, il aurait pu durer des heures. Ben non, c'est moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais après il y a un rapport au sexe qui est assez présent parce que il y a une relation avec une femme qui n'est pas forcément à la même hauteur que lui sur des tas de questions. Et lui, il va forcément voir ailleurs pour assouvir sa libido. Et c'est aussi un des facteurs qui le détruit au fur et à mesure. Puisqu'on le voit fréquenter d'autres femmes et il change à chaque fois après, il n'est pas le même. Après chaque relation sexuelle avec d'autres filles, il n'est pas le même. C'est très beau, effectivement, comme l'a dit Vincent, c'est plutôt très beau. J'ai trouvé ça un peu, à force, fatigant d'avoir toujours des chants contre chants, même si parfois il fait des variations avec les mêmes personnages dans la même scène. Il change d'angle de vue, il fait... c'est comme je disais, c'est les personnages eux-mêmes qui, plus que la caméra qui changent. Mais il y a un truc qui est assez pernicieux, c'est que tu regardes un dialogue, tu écoutes un dialogue, et tu te dis, le dialogue est terminé, et non, c'est reparti pour exact. 10 minutes. Et en fait, c'est là qui te teste, en fait. Il y a un truc, et soit ça passe, soit ça casse, quoi. En plus, parfois, les discussions n'ont pas forcément de sens entre elles. Il n'y a pas de rapport. Ouais. Ça passe du coq à l'âne entre les différents protagonistes. Et même des fois dans la même conversation. Oui, exactement, c'est ça. C'est totalement fou. Alors, il y a la scène de l'auscultation qui est très, très, très forte, parce que le personnage se fait ausculter tous les jours par un médecin, mais ausculter d'une manière très approfondie. Et cette scène-là est assez... If you know what I mean. C'est ça. Et tout à fait. Et voilà, là, elle est très... Là, justement, quand on parle de tension sexuelle, là, c'est très très fort, très puissant, et ça peut paraître vulgaire. Il y a beaucoup de gens, il y a quelques personnes dans la salle qui sont parties pile à ce moment-là, mais voilà, je trouve ça, c'était plutôt cool. Au final, c'est un film qui est pas déplaisant. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'aime beaucoup Cronenberg, même si, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal avec Crash. Généralement... Alors que pourtant c'est la réponse parfaite à Crash, parce que la Crash c'était le corps en fait, et là c'est la parole, et il y avait un truc très chair mécanique, et là c'est la parole clinique. J'ai l'impression de voir pas les mêmes films, mais c'est un chant contre chant comme tu disais. Mais c'est un contre-pied total à ce qu'il faisait généralement. Là, il n'y a pas de chair, c'est anti-spectaculaire, parce que la bande-annonce laissait penser qu'il y avait des scènes d'action. Mais va vendre le film sinon quoi. Mais en fait il y a vaguement une scène d'action de 10 secondes. Et c'est tout, et voilà. Alors après, tous les acteurs sont bons. Mathieu Amalric est plutôt caricatural quand même dans son rôle. Binoche, le peu de temps à l'écran qu'elle a, elle est plutôt bien. Elle joue très très bien, c'est une très bonne actrice. Xavier sur les fiches, elle est piquante. D'accord. Et Pattinson est très bon. Alors Paul Giamatti, je l'ai trouvé à la ramasse. C'est le dernier personnage à apparaître. Et moi personnellement, je l'ai trouvé très mauvais. Pas mauvais, c'est la partie la plus fatigué, c'est la partie la plus difficile d'accès, parce qu'elle résume vraiment tout le film et tout le personnage. Elle est très compliquée. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est, en fait, elle résume, elle cristallise tout ce qu'on a vu avant, mais de manière encore
plus laborieuse presque. Donc là, il te teste, tu vas rester jusqu'au bout, ça n'en finit plus. Il y a un truc assez étrange. C'est le ventre mou du film, peut-être. Le ventre mou de la fin. Le ventre mou de la fin, ouais. Non, en fait, moi je trouve que par contre, c'est un film totalement inutile. C'est-à-dire qu'il apporte pas grand-chose. Enfin, ah si, ce que ça raconte sur notre époque, c'est fabuleux. D'accord, c'est un récit, c'est une chronique, mais est-ce que tu trouves vraiment qu'il apporte quelque chose, qu'il innove ? Moi je trouve ça, comme je disais, il l'avait déjà entamé avec Méthode dangereuse. Il remet le langage et ce que peut apporter la parole au cinéma, alors que maintenant, tous les films, c'est que l'image, le spectaculaire. Là, il ramène la parole la plus absurde possible au centre de son cinéma, alors que c'est un cinéma avant qui était spectaculaire. Donc non, il questionne son propre cinéma, il questionne notre cinéma. Et le fait qu'il ait pris Pattinson, qui est quand même la star et icône du divertissement et de Hollywood, c'est une réponse parfaite à ça. Donc je pense que c'est un film c'est comme les films un peu qui sont pas reconnus de leur vivant, j'ai envie de dire presque. Je pense qu'il va pas marquer une rupture ou quoi, ou qu'est-ce. Il sera reconnu plus tard. Voilà, il résume, pas forcément culte, mais on va se dire, tiens, lui, il résumait bien notre époque. D'accord. Donc, pour le coup, ce que je dis, c'est que pour l'instant, il est pas forcément. Enfin, il va peut-être être reconnu plus tard, mais maintenant, tout de suite, pas nécessairement. Mais ça vaut le coup de le voir maintenant pour se dire, je l'avais vu à l'époque. Moi, je pense que personnellement, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est long, certes, mais c'est pas chiant. Sur la chatroom, ils sont mitigés. Il y en a qui disent que c'est un film avec des dialogues mal écrits. Un film de dialogue mal écrit, c'est pas mal, ils disent. Et puis, ils ont jamais vu autant de gens partir d'une salle. Ah oui, moi c'est fou, j'ai vu une vingtaine de personnes partir. Je pense que les gens s'attendaient pas du tout à ça. Ils ont pas vu Tree of Life au cinéma. Tree of Life, c'était très bon. Oui, mais les gens sortaient de la salle. Ah oui, énormément. Le pire, je pense, c'était Enter the Void, moi. J'ai pas vu. Au cinéma. À refaire en 3D d'ailleurs, Enter the Void. On passe à la suite. Il est sorti en 3D ? Non, Gaspard Noé était contre. Il avait expliqué. J'aurais adoré le voir en 3D celui-là. Ou en 4D avec un peu de bœuf et tout. On passe à la suite avec Prometheus. Prometheus. Alors qu'est-ce que c'est que ce film ? Prometheus. Alors c'est un petit réalisateur. Qui s'appelle un petit jeune de 75 ans qui commence. Qui s'appelle Ridley Scott, pas mal. Très très bon. Qui s'appelle donc Ridley Scott. Avec Noomi Rapace, Michael Fassbender, Idris Elba, Charlize Theron, donc avec Guy Pearce et Logan Marshall Green. Un casting bluffant, super casting, bravo. Et donc le pitch, vous savez déjà de quoi on parle, de toute façon, mais quand même. Sur Terre, des scientifiques découvrent sur des fresques antiques ou préhistoriques des traces d'une invitation ou pas d'ailleurs, à venir dans l'espace. Tu le dis trop bien. Persuadé sans trop qu'on sache pourquoi que ce message a été laissé par les ingénieurs. Je me rends compte que c'est vraiment un film de merde. Là, je suis en train de le dire. Persuadé sans trop qu'on sache pourquoi que ce message a été laissé par les ingénieurs de l'humanité. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment expliqué dans le film. Leurs créateurs. Oui, les ingénieurs, donc les créateurs. Et donc, ils vont parcourir l'espace pour atterrir sur une planète, donc qui est censé être le lieu où ils ont été invités. En fait, sur les fresques, il y a un positionnement d'étoiles qui renvoie à une galaxie. De cette galaxie, il y a un soleil, et à côté du soleil, il y a une planète, et cette planète a une lune qui a la même atmosphère que la Terre, et donc ils vont sur cette planète. Alors ce n'est pas L426, c'est pas Acheron. Non, c'est pas une planète. Aucun rapport. Alors pourquoi est-ce que tu parles de ces planètes-là ? L426 ? Oui. Parce que apparemment le film était censé avoir un lien avec Alien. Ridley Scott. Ah, il avait donc fait ça comme film avant. Non, alors. Ils s'en sont tellement défendus que. En fait, c'est un projet qui date depuis très longtemps quand même. Et au départ, c'était pas lui qui était censé le réaliser, mais son beau-fils, son gendre, quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu ça a beaucoup changé le projet. Cameron avait écrit aussi un premier jet d'une préquelle. Enfin, ça fait des années et des dizaines d'années qu'il y a un projet de suite ou de préquelle, et je me casse la gueule. Et donc celui-là, on commençait à vraiment en entendre parler, c'était en 2009, je crois qu'ils ont officialisé le film. Alors donc il y a un lien avec Alien. La grande question, est-ce que c'est un préquel d'Alien ou pas ? Alors, est-ce que tu moi j'ai un point de vue différent du tien. Sur le préquel. Alors moi c'est un préquel pour toi ? Alors pour moi un préquel, par exemple, si on prenait le préquel de Die Hard, très bêtement, on verrait les terroristes avant qu'ils aillent au Academy Plaza. On verrait quelques personnages, on verrait ceux-là. Si on va regarder le préquel de Munich de Steven Spielberg, on verrait les terroristes ou alors les athlètes israéliens avant l'événement. Si on voit le préquel de Star Wars épisode 4, on va voir les enfants qui vont être apportés chez l'oncle. Mais ça, cite des préquels qui existent, parce que là tu parles de. Non, mais voilà, c'est pour ça que pour moi, il n'y en a pas tellement. Après préquel, t'as le Temple Maudit.
Indiana Jones Temple Maudit, qui est une préquelle, qui est une des premières, oui, je pense. C'est une histoire différente, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, mais ça présente les personnages. Ça te présente les personnages qui vont être directement dans le film d'après. Et encore, c'était un préquel suite, le Temple Maudit. Là, pour moi, c'est pas une préquelle dans le sens où on te présente des concepts qui sont après présents dans notre film. C'est le même univers, c'est le voilà. Mais on ne présente pas les personnages. On ne présente pas les. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais après, c'est une histoire de langage, tu vois. Par exemple, Star Wars, on l'appelle la trilogie préquelle. La prélogie, c'est quand même. Mais c'est un préquel clairement. Et même si c'est pas les mêmes personnes, enfin, il y a un personnage qu'on trouve après, mais il y a plein de personnages que tu retrouves pas. Il faut 3 films pour que le lien soit fait. Là, je pense que Prometheus, en effet, pris pour lui-même, n'amène pas au tout début d'Alien, mais je pense que s'il y en a 3, ça amènera de manière assez flagrante. Et puis de toute manière, c'est tellement appuyé, le côté même univers. C'est le même univers. Alors l'histoire se passe, donc on l'a dit, entre 2091 et 2094, sachant que dans Ripley, donc l'héroïne de la trilogie, enfin quadrilogie Alien, est née en 2092. Donc c'est vraiment dans un même rapport de temporalité également. Et c'est le même univers, clairement. Le bestiaire est pas le même, mais il y a quand même des points communs. Il y a plein de choses qui sont. Il y a la Weyland Corporation qui est déjà là. Qui apparaît dans le deuxième film. On voit Peter Weyland qui est là. Dans la deuxième, c'est la Weyland Yutani déjà, non ? Ouais, okay. C'est ça. Et donc, non, vraiment, c'est 2 films qui sont très liés. Et puis même la police de Prometheus au début du film, c'est celle d'Alien. Clairement. Mais voilà, il y a des tas de liens dans le film qui sont plus ou moins bien amenés. Oui. Mais juste pour préciser, il faut pas aller voir le film en se disant je vais voir le préquel d'Alien. Il y a des clins d'œil évidents. Il y a des clins d'œil évidents, mais on peut voir le film sans avoir vu Alien, ou sans y aller en cherchant le lien avec Alien. Alors, je pense que si on n'a pas vu les Aliens, parce que je suis allé avec des amis qui n'avaient pas vu les Aliens hier soir, et moi j'en discutais donc avec les gens qui avaient vu Alien avant, on avait des discussions et les autres ils étaient totalement largués, ils comprenaient pas de quoi on parlait. C'est exactement ça. Et le problème c'est que je pense que tu peux quand même apprécier le film en dehors de ça. Je pense que si tu n'as pas vu Alien, tu passes à côté de beaucoup de choses, parce qu'il y a clairement un moment où il y a une référence très claire. Non mais il y en a plein. À un personnage d'Alien, à un concept, à un caractère. Et si tu n'as pas vu les Aliens, tu ne peux pas comprendre l'importance que ça a. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet, comme tu dis, tu sors de la projection du film, tout de suite tu parles d'Alien, tu théorises, tu t'amuses quoi. Et les gens qui n'ont pas vu, ils se disent mais de quoi ils parlent. Et je pense qu'on est biaisé en fait. Est-ce qu'on pourra jamais savoir, mais on est biaisé. On le met tout de suite en lien avec Alien. Le Space Jockey, enfin tout simplement, le film Prometheus est né de ce Space Jockey, de cet extraterrestre, de ce vaisseau spatial au tout début. Avec un espèce de canon Alien. Devant lui. Un télescope, un cockpit. Et ce qui était fabuleux dans le premier Alien, c'est qu'on se disait, oh putain, déjà il existe d'autres extraterrestres que l'alien ou que les humains. Enfin, il y a une autre race. Et là, le fait de donner une explication, déjà, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont pas d'accord, qui trouvent ça inadmissible de donner des explications. Il y en a d'autres qui sont satisfaits. Mais pour les rassurer, le Prometheus, quand même, amène des réponses, mais pose plein d'autres questions à cet univers. C'est où j'ai un problème, moi. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de... Déjà des questions, est-ce qu'il y en avait beaucoup ? Moi je sais pas tellement, parce qu'il y en avait peut-être une. Mais ça, cette question. Non mais voilà, mais cette question, d'ailleurs je pense que Ridley Scott était très frustré que personne après lui ne s'en charge de. Non, je suis pas sûr. Moi je pense que c'est pour ça que c'est aussi puissant en fait. D'accord. Après avoir vu le film, je me dis c'est presque dommage finalement qu'il y ait eu Prometheus. Moi j'aurais vécu parfaitement jusqu'à la fin de mes jours avec cette interrogation, ce gros point d'interrogation au-dessus de ma tête et au-dessus d'Alien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la franchise Alien, c'est une franchise qui, comme Star Wars, a connu un univers étendu, oui, c'est clair. très développé, où on apprend qu'il y a des tas de races d'aliens, des aliens blancs, des aliens semi-intelligents. Oui, il y a les bouquins, il y a les jeux, mais ça c'est zappé complètement. Predators. Il y a même des comics, et même il y a les mix avec Predator, puis c'était d'abord un jeu vidéo avant d'être un comics, avant d'être un film. Ouais. Et c'était surtout la tête de l'alien dans Predator 2. Dans Predator 2, oui. Donc, au final, Alien, c'est quelque chose qui est très étendu. Et en fait, là, c'était plus comment expliquer comment ça se fait que l'alien soit avec le Space Jockey dans le même vaisseau. C'était plus, de mon point de vue, c'était cette question. D'accord. Parce que l'alien, on comprend que c'est une espèce, quand on connaît un peu l'univers, que c'est une espèce qui vient d'autre part. Donc, là, on commence à expliquer le lien qu'il y a entre les deux. Et d'où vient Alien ? Enfin, d'où viennent ces bestioles ? Oui, il y a aussi cette idée, parce que l'Alien a quand même, dès le premier film, avec la Weyland Company, c'est une arme. Faut pas oublier ça. Exactement, c'est ça. En effet, c'est une race extraterrestre, mais c'est une arme. Et on ne sait pas si elle est
artificielle ou naturelle. Par quelqu'un. On ne sait pas si elle est contrôlée encore plus. On ne sait pas si elle a été créée ou si elle a été entre guillemets, elle est née comme nous naturellement. Alors, enfin d'ailleurs, ça c'est à prendre entre guillemets. On peut penser, ouais, d'accord. On peut éventuellement voir une espèce de réponse dans le film à cette question. Moi je trouve qu'il y a toutes les réponses à toutes les questions malheureusement de Alien. Il n'y a plus aucun mystère Alien, mais maintenant il y a un mystère Prometheus. Et ça je trouve ça très bien. Moi ça m'a fait penser vraiment à mes meilleures heures de Lost. C'est que je pense beaucoup à Lost moi aussi. Et il y a un lien de toute façon, puisque le scénariste d'Alien c'est Damon Lindelof qui a été un des deux, non pas le créateur de Lost, mais l'un des deux showrunners de Lost, et donc il y a des liens vraiment, ne serait-ce qu'en termes de mythologie, des petits trucs à observer pendant le film, oui. Des liens, des trucs, enfin le côté un peu mystique, des grandes statues, des trucs comme ça dont on sait pas forcément mais qui ont beaucoup moins de sens que dans Lost, je trouve. Et que je vois pas, il peut pas atteindre entre guillemets le côté philosophique, puisqu'il a pas la durée de toute façon. Il a pas la durée et il est obligé, et c'est beaucoup alors que Lost se nourrissait de toutes les cultures philosophiques, culturelles, là Prometheus ne se nourrit que d'une culture SF, et c'est peut-être là sa limite. Mais moi, pour le coup, je trouve qu'il y a beaucoup d'influences de culture mondiale. Là, je parle, par exemple, j'ai retrouvé les têtes de l'île de Pâques. Ah, mais c'est oui, clairement sur l'affiche d'ailleurs. Et puis, j'ai trouvé qu'il y a quand même beaucoup d'emprunts Stargate. J'ai pas remarqué. Il y a des tas d'endroits de moments. Il y a des tas de moments où. Je sais pas si tu vois ce que je fais. Ouais. Voilà, il y a des trucs comme ça où clairement, à ce moment-là, c'est un patchwork. C'est un patchwork. Après. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure pour Dead Shadows en l'occurrence, mais il a ingéré, il a phagocyté des références, il les ressort. C'est ce qui est pas mal, de toute façon. Non, du tout. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais après, j'ai du mal à savoir si c'est un bon film ou pas, parce que formellement, il est magnifique. Moi, je crois qu'il faut le souligner. On est un peu en train de débattre sur l'histoire, mais faut le souligner. C'est un truc de dingue. Avant de parler de la forme, parce que formellement, on est tous d'accord, c'est un film qui est magnifique, qui est un des plus beaux films sortis cette année. Mais j'aimerais juste revenir un peu sur une des grosses différences aussi avec Alien, c'est les mécanismes de la peur, parce qu'il n'y a pas sur Alien, on est vraiment sur le huis clos. C'est un huis clos, ouais. Le côté, le monstre peut surgir il peut être derrière la porte, on le sait pas, ou en dessous de nous. C'est un film d'horreur. Le premier, c'est un film. Alors il y a quand même beaucoup de scènes qui sont comme ça. Hein. Oui, passer la première demi-heure, je trouve, il y en a au moins 4-5. Parce que pour moi, le mécanisme qui est mis en place dans Prometheus, c'est plus The Thing. C'est le côté, il y a un mal. On sait pas où il est, c'est un mal qui s'insinue un peu partout, et c'est un truc, il y a un côté un peu malsain. On va parler pour ceux qui l'ont vu, enfin je vais juste parler sans dire plus de l'huile noire, enfin du liquide noir, et voilà, c'est ça, il y a une espèce de truc un peu crade, et on sait pas d'où ça vient, si c'est, enfin il y a un côté un peu maladif, il y a un côté comme ça, et qui est beaucoup plus insinueux, enfin qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus furtif que la grosse bête qui se déplace. Dans le tout premier Alien, au début du film, c'est vraiment ça. Enfin, on sait pas trop ce qui va arriver, on sait pas comment ça va arriver. On sait qu'il y a un gros monstre et le danger c'est le gros monstre. Et là, on sait pas ce que c'est. Oui, mais on le voit jamais. C'est pareil, c'est un espèce de truc planant qui fait flipper et qui met l'atmosphère. Elle est palpable, la tension, mais tu sais pas ce que c'est. Mais il y a une contradiction en fait, je trouve, dans Prometheus. En effet, il veut revenir à cette horreur. Un peu The Thing pour moi. Primal. Mi-The Thing, mi-Alien, mais d'un autre côté, et j'aime pas, c'est-à-dire que le film se passe quasiment en plein jour tout le temps. À part quand ils vont dans la grotte. Et ça c'est dérangeant aussi. Alors c'est dérangeant pour. Il y a peu de décors. C'est dérangeant pour éveiller la peur, mais en revanche, je trouve qu'un film comme ça de SF fantastique qui se passe en plein jour, c'est hyper rare. Et moi, j'ai été bluffé par ça. J'ai trouvé ça agréable que finalement, on n'essaie pas de mettre tout dans l'obscurité comme ça. On voit pas trop ce qui se passe et on est tranquille. Avec du jumpscare tout le temps. Voilà, là, il y a vraiment, il y a une direction artistique. Il se dit putain, on a les moyens, et je pense que c'est le bas blesse sur tout le reste, les personnages, l'histoire, la mythologie, potentiellement la mythologie, je vais dire. Mais voilà, il y a un truc qui se passe au niveau visuel qui est passionnant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Personnellement, j'adore. Mais après, je sais pas si le film est très beau, donc clairement. La 3D est alors une 3D très discrète. J'ai pas vu en 3D moi. Très discrète, c'est pas du Avatar qui était. C'est pas du Piranha 3D. C'est pas non plus du Piranha. Mais il y a un truc, c'est-à-dire que tous les mouvements sont très lents. Il y a la mise en scène se déploie comme ça et la 3D est magnifique. Ça joue vraiment sur la profondeur de champ. Ouais, il y a un truc, c'est hyper. Rien que pour ça, il faut le voir en 3D. Rien que le début du film. Après, quand on compare les univers Alien et Prometheus, on comprend vraiment l'étendue de l'univers et parfois la lutte des classes. Les problématiques sont pas posées. Enfin, juste dernier point aussi, les problématiques posées sont pas du tout les mêmes. Là, on est vraiment sur le rapport aussi à la création, à l'origine des gens, à l'origine des robots, et donc avec le personnage de Michael Fassbender qui est le héros. Faut arrêter, c'est le personnage principal du film. Il joue super bien.
Enfin, ce mec va devenir une icône, va devenir une icône culturelle. Et c'était flagrant que, toutes les questions humaines se posent via lui, qui est un robot. Et donc là, il y a une mise en abîme. Et voilà, c'est une mise en abîme, mais il est toujours là pour répondre aux questionnements des humains et montrer sa neutralité face à tout ça et son incompréhension. Et c'est vrai que je trouve la scène est ratée, mais il y avait une scène parfaite à faire. C'est la création de l'homme qui rencontre le créateur de l'homme. Il y a cette scène, elle est un peu expédiée malheureusement, mais cette idée de le côté artificiel et le côté Dieu, je trouvais ça génial, mais bon, c'est pas... elle est très très belle cette scène, mais elle marche pas trop non plus. Elle marche pas trop, non. Alors, il y aura a priori une suite. Il y aura a priori une suite, alors franchement... Moi je pense que ça marchera pas et qu'il y aura pas de suite. Ça dépend de l'audience. T'es sérieux en disant ça? Ah non, moi je suis vraiment sérieux. Je pense qu'ils savaient vraiment pas. Aux États-Unis, ils peuvent le vendre un peu comme un Alien, mais pas trop non plus, parce que les gens ont pas de mémoire. Enfin voilà. En France, ils ont tout fait pour pas le vendre comme un Alien. Je pense qu'ils ne savent pas comment vendre le film, vraiment. Donc tout est dans la bande-annonce. Et c'est ce que dit Ridley Scott. Enfin, il avait annoncé que si jamais il y a une suite, donc si jamais le film marche, il y aura sûrement une suite, et que cette suite s'éloignerait encore plus de la licence Alien que Prometheus s'en éloigne déjà. Moi, j'adorerais, parce que la mythologie est en place et on dira pas, mais c'est une vraie fin ouverte et pleine de promesses, pleine de Prometheus. Voilà, mais j'ai vraiment peur. Le film coûte très très cher. Ridley Scott, il est vieux, il pourra pas faire les suites. Donc si ça devient un nouveau Alien avec un réalisateur différent, Zack Snyder. Alors là, c'est ça. Ça ferait un Prometheus 2. Pourquoi pas? Mode Alien 2, quoi. Moi j'aurais quand même très très peur parce que moi je verrais plus un vrai film d'exploration pour le deuxième, un vrai film de découverte, genre ils arrivent sur un truc à la Spielberg, un truc genre d'émerveillement. Moi, mais ça va être de l'émerveillement à la CGI, parce que là ils peuvent pas faire autrement vu comment ça se termine. Ça va être obligatoirement pas forcément bourré de CGI. Regarde la première scène. Les ingénieurs, c'est des personnages. Oui, les ingénieurs, c'est des acteurs. Je veux bien, mais au niveau des acteurs, au final, on sait que dans les Aliens, au final, ils sont beaucoup à être liquidés. Bah là, il reste plus grand monde. Oui, au final. Non, mais regarde comme dans le deuxième. Comme dans le deuxième, il y a une deuxième expédition qui peut arriver. Ça, c'est pas très grave. On va passer très rapidement. Alors, est-ce qu'on peut donner notre avis chacun? Moi, j'ai adoré. Voilà. Swan? Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. D'accord. Moi, promesse à moitié tenue. D'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais après... t'as de plus en plus de réserves, là. Ah non, j'aime beaucoup, y a pas de problème, mais je pense que c'est comme Inception. Inception, on avait écrit au génie quand on est sorti, finalement, il m'en reste rien, et... Ouh là là, arrêtez, les gars, là. C'est un chef-d'œuvre. Et donc voilà. C'est le plus beau film sur le cinéma qui a été fait, un des plus beaux films sur le cinéma. D'accord. On va revoir et on verra bien. Moi, pour l'instant, j'adore. On passe à Men in Black 3 que j'ai pas vu, que tu n'as pas vu, que Vincent a vu, que je vais pitcher, que tu as vu avant de venir tout à l'heure, qui est un film donc comme Men in Black 1 et Men in Black 2 de David Sonnenfeld. Barry, pardon. J'ai dit quoi? David. De Barry Sonnenfeld. Barry Cholewa. Avec Bruce Willis, Tommy Lee Jones et Josh Brolin. Bruce Willis, putain, pourquoi j'ai noté Bruce Willis? J'aurais adoré voir ce film. Oui, je sais pas, je l'avais corrigé en fait. Bref, avec Will Smith, Tommy Lee Jones et Josh Brolin. C'est la suite des films de 97 et de 2002, donc Men in Black 1 et Men in Black 2. C'est une licence qui est adaptée à la base de comics. Et Xavier, sachant que les premiers étaient sortis en 1990 aux États-Unis chez Hercel Comics, puis Malibu Comics, puis Marvel Comics quand ils ont racheté Malibu. Et Xavier, tu voulais préciser que. Ouais, alors en fait, dans la série de comics au départ, c'était pas que des aliens dont ils s'occupaient. C'était une agence gouvernementale qui s'occupait de choses aussi occultes, donc des sorcières, démons, tout ça. Et l'origine, les deux personnages étaient blancs et ils n'étaient pas aussi éloignés en âge et c'était pas forcément un bleu. En caractère surtout, parce que ça joue beaucoup là-dessus. Voilà, donc en fait, c'était pas forcément des personnages aussi diamétralement opposés. Ouais. L'histoire, rapidement, ça raconte 10 ans après le deuxième épisode, un ancien détenu d'une prison sur la Lune qui a été arrêté par K dans les années en 70, je crois, 69 va s'évader, et c'est l'occasion pour G, donc Will Smith, et non pas Bruce Willis, de remonter le temps et d'explorer la jeunesse de son coéquipier pour lui sauver la vie. Moi, j'ai pas grand... Enfin, voilà. Le film, je l'ai vu, parce que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire que le premier Men in Black, pour moi, d'après mes souvenirs, c'est un des premiers films hors Disney et films d'animation que j'ai pu voir au cinéma. Donc il y a le côté nostalgie, mais en dehors de ça, il me reste pas énormément de choses. Il était génial.
Non, oui, non, je veux dire, en dehors de ça, il me reste pas beaucoup de choses du 3. C'est-à-dire que le 3, je vais le voir pour le côté nostalgique. Okay, cool. Mais c'est un film très bizarre. Il faut savoir que c'est un film qui a été tourné sans scénario. C'est-à-dire que le film, ils ont mis en branle le film alors qu'ils avaient genre les 20 premières pages. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va prendre le scénario de Retour vers le futur et on va le caler sur les. Et en fait, tu sens que le film est bricolé. C'est-à-dire qu'il avance à coup perpétuellement. Et à un moment donné, ils ont ce personnage, un personnage extraterrestre qui voit dans le futur. Et qui est un peu leur passe-partout, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois il fait avancer le récit et je comprends pas son personnage. J'ai vraiment eu du mal à comprendre son personnage pendant tout le film. Je trouve le film assez raté. Pourtant on m'en avait dit du bien, on m'avait dit il était beaucoup mieux que le deuxième. Et en fait le film pour moi n'existe que pour la fin en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un... Et la fin on s'en fout, quoi. Non, moi je trouve ça hyper intéressant. Il y a vraiment un truc assez beau. La fin, pour le coup, tu parlais de bricolage, moi je l'ai trouvé bricolé. Alors, même si c'est bricolé, en effet, comme le reste du film, il y a un truc assez touchant, c'est-à-dire que Men in Black, voilà, on s'occupe des galaxies, des extraterrestres, et là, avec ce personnage qui voit le futur, et avec, on va dire, un twist final et une explication à la trilogie, pour le coup. À la trilogie, et surtout au rapport entre K&J, il y a un truc, on revient à, c'est de l'intimiste, c'est du familial. Alors que vous vous rappelez, l'un des deux se terminait par genre on remontait comme ça en haut et on voyait des extraterrestres jouer au billes et en fait c'était nos galaxies. C'était la fin là, ça. Voilà, et ça c'était genre le gigantisme. Et là on revient à un truc, à l'amour fraternel, filial, à quelque chose d'assez émouvant. J'ai été cueilli un peu, je me suis dit ah putain, ils ont osé faire ça. Alors, moi j'ai trouvé que ça sentait pour le coup que c'était enfin voilà, on le voit pas venir. On s'en fout plus ou moins pendant le film. Une des intrigues du film, c'est quand même de savoir pourquoi K est ronchon depuis 15 ans, quoi. C'est ça l'explication. Oui, c'est ça, mais on s'en fout. Mais c'est une belle explication, c'est la meilleure explication possible. L'intrigue du film, de savoir pourquoi K est ronchon, on s'en fout. Et finalement. Non, trop pas. Moi, je trouve que l'explication est intéressante, mais la problématique de base, c'est-à-dire que le contrat. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà. En effet, on aurait aimé, une plus grosse menace que ce pauvre extraterrestre qui se sauve et qui est une justification, un prétexte. Ouais. Je suis pas d'accord. Me spoiler le truc là. Mais cette idée finalement que tout soit prétexte à ça, je me dis pour un blockbuster, c'est assez osé. C'est plein de défauts. C'est pas vraiment un blockbuster. Mais une blague, ça n'a jamais été vrai. Je sais pas, le budget, tu l'as en tête ? Je sais plus, mais c'est des millions et des millions aussi. Ça cartonne. Parce que mais c'est pas un film d'action. C'est un film qui est cartoonesque, qui joue beaucoup sur l'humour, de toute façon. C'est un blockbuster, comme tous ceux qui ont. Mais c'est pas du Michael Bay, quoi. Non, mais blockbuster, c'est pas forcément destruction massive. Hein. Là, c'est vraiment un blockbuster d'Hollywood et oser un truc. Alors c'est un peu larmoyant, mais oser un truc comme ça, j'ai dit oui, pourquoi pas. Bon, après, il faut aller voir Prometheus avant. Oui, non, clairement, de toute façon. Donc, bof. Tu conseillerais d'aller le voir ou pas ? Si t'as vu les deux premiers, pourquoi pas, mais après. Alors, il y a un truc qui est plutôt bien foutu, c'est la mise en scène des voyages dans le temps, je trouve ça intéressant. Je sais pas si tu vois ce que. Après, c'est pas très original, c'est pas très original. Machin. Ouais. Oui, c'est drôle, c'est plutôt bien fou. La 3D sert à rien, et le bestiaire est pas si fun que ça. Non, il est moins fun que dans les deux premiers. D'accord. Bon. Bof. C'est vraiment si on aime les personnages. Si on est vraiment très attaché aux personnages, et aux acteurs, parce que Josh Brolin fait un. Il est très bon. Putain, j'avais vraiment l'impression de voir Tommy Lee Jones. Exactement. C'est incroyable. Il est assez hallucinant. La voix, tout, il a tout changé, c'est du délire. C'est un bon acteur de toute manière. C'est un bon acteur, il se ressemble. Enfin, vraiment, c'est Tommy Lee Jones en sympathique et en plus jeune. Mais sinon, c'est la même chose, quoi. Ok. Donc on passe aux comics. Donc au final, un film sans scénario qui. Un film sans scénario qui passe. Limite. Ouais, non, pourquoi pas, mais c'est vraiment on a tout vu, quoi. Avoir bourré. Ah ouais, pourquoi pas. Moi, j'avais une petite remarque à faire au niveau des critiques ciné, parce que je trouve ça super bizarre quand même, parce qu'on est d'accord que Prometheus à côté de Men in Black, c'est quand même, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un monument, quoi. Oui. Voilà. Et quand on regarde les critiques ciné, ils s'attardent tellement sur les petits détails dont d'ailleurs on est les premiers à débattre, hein, ça je dis pas, que ça fait que quand on regarde sur les sites genre Allociné, tout ça, ils ont pratiquement la même moyenne. Alors que concrètement, on en reparlera dans 10 ans, ça sera. Non, mais c'est pas forcément très grave. Chaque film doit être pris pour ce qu'il est. Un film avant tout. Ouais, bien sûr. Dans la salle, les gens font pas attention à ça. Et voilà, quand tu mets une note, je sais pas, déjà les notes, je déteste. Non, bien sûr. Moi aussi, je suis le premier. Je déteste et je suis le premier à en mettre. Mais quand tu mets 3,5 sur 5 à Prometheus et que tu mets, je sais pas, 3,5 à Men in Black.
c'est pas une autre échelle. D'un côté, Prometheus, Alien, tu l'attends, tu machin, déception, et Men in Black, t'en as rien à secouer. Men in Black, ça fait 10 ans qu'on l'attendait. Voilà, ouais, enfin ça fait 10 ans, tu vas pas me dire que t'attendais plus Men in Black que Prometheus. J'ai suivi tous les teasers, tous les trailers, j'étais à fond, moi. Quel honte. Il y a pas d'amour pop comme on peut l'avoir et donc si t'es agréablement surpris, et les gens enfin les critiques ont aimé Men in Black 3, c'est assez fou aussi. On va passer à la suite. Comics. Jingle. Comics. Putain, c'était naze. Comics. I'm quite keen on comic books, especially the ones about superheroes. I find the whole mythology surrounding superheroes fascinating. Take my favorite superhero. Et on remercie encore une fois Aylora qui nous a fait un super fan artwork. Je l'ai mis d'ailleurs dans le billet de numéro 30. Très très beau, très cool. Est-ce que Vincent t'a reconnu l'extrait de dialogue ? Bah c'est Kill Bill, non ? Oui, exactement. Je t'aurais intrigué. Bah c'est la meilleure scène du film. Ouais. C'est avec Kill Bill 2 d'ailleurs. Ouais, Kill Bill 2. Oui. Cette idée que Superman est déguisé quand il a une main, je trouve ça ouf. Ah oui, bah c'est Grant Morrison, il faut lire Grant Morrison, et au final, Grant Morrison a repris cette idée. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Secret Avengers, les numéros 22 à 26. Préparez-vous à dormir, les amis. Alors, donc la série est scénarisée depuis pas mal de temps par Rick Remender. C'est Gabriel Hartman qui fait les dessins sur le 22, 23, 24, 25 et Renato Guedes sur le 26. Donc les Secret Avengers, pour faire un très rapide historique, c'était l'équipe qui était montée par Captain America au moment de Civil War. Donc elle regroupait tous les héros qui étaient contre l'enregistrement des super-héros et de leurs pouvoirs par l'État américain et donc de la révélation de leur identité secrète. Donc on pouvait y trouver Spider-Man, Captain America, d'autres, Hulking, donc des Young Avengers et d'autres. Donc Iron Fist aussi, Doctor Strange, il me semble. Et après la Civil War entre les super-héros, il y a eu 2 équipes d'Avengers qui se sont créées. Les Mighty Avengers, donc du côté d'Iron Man, et les New Avengers avec Spider-Man, Wolverine, Iron Fist, Doctor Strange. Les Secret Avengers sont totalement disparus, il n'était plus question de faire quoi que ce soit. Et donc voilà, Secret Avengers, ce premier numéro en tant que série en tant que telle est sorti en juillet 2010. Il y avait comme personnage War Machine, donc qui est qu'on voit dans Iron Man 2 pour les gens qui connaissent pas le comics, avec Nova qui est l'équivalent des Green Lantern chez Marvel, donc c'est les gardiens intergalactiques. Il y a Valkyrie qui est une Thor en féminin, pour faire simple. Il y avait qui d'autre d'ailleurs, je ne sais plus. Il y avait Nova, il y avait Moon Knight qui était un petit peu le Batman qui est mixé avec le Punisher. Voilà, chez. En fait, c'est un mec. On avait déjà parlé parce qu'on avait parlé de la série en gros. Dans les tout premiers épisodes. Voilà, et puis d'autres. Il y avait aussi la Veuve Noire et le Fauve. Et en gros, là, on reprend l'histoire, l'équipe, sachant que l'équipe ne s'occupe que des missions secrètes, les missions qui ne peuvent pas avoir lieu au grand jour parce que trop dangereuses ou parce que trop sensibles. Donc globalement, là, on a comme héros, je reprends Venom, donc qui n'est plus Eddie Brock, mais méchant, Flash Thompson qui est un militaire maintenant, Captain Britain, donc qui est l'équivalent de Captain America pour l'Angleterre, mais qui est un personnage mystique parce que avec des pouvoirs magiques. On a Hawkeye, donc que vous avez vu dans les films si vous ne connaissez pas les comics, qui est là le chef d'équipe. On a la Veuve Noire, le Fauve, donc la panthère bleue des X-Men. On a la première Torche Humaine, donc qui était le héros de la guerre avec Captain America, qui faisait partie des Invaders, donc au tout début de Marvel, pour le coup. Donc c'était même, c'est en fait 50. Non, 40 même. 40. Quand avant Marvel, il y avait une entreprise qui s'appelait Timely Comics et les 3 personnages de Timely Comics c'était Namor, Captain America et la Torche Humaine. Qui faisait pas partie des 4 Fantastiques pour le coup. En fait, c'est la Torche des 4 Fantastiques, c'est un revamp du personnage et qui subsiste donc dans l'univers de Marvel. Oui, alors qui subsiste mais qui est plus très présent et qui n'est là que pour faire des références au Golden Age avec Captain America et Namor. OK. Et globalement, il y a aussi la 3e fourmi, donc qui est. J'avais failli me perdre, mais je suis encore. C'est O'Grady, et donc c'est intéressant parce qu'on a des personnages qui sont soit des anciens méchants, soit des personnages qui sont très rarement dans les équipes, soit des personnages vieux, soit des véritables enflures. À savoir que Venom. Oui, c'est pas des gros personnages mainstream de chez Marvel. Exactement. Le problème avec Venom, c'est qu'il peut tout de suite, à tout moment, péter les plombs et Flash Thompson ne peut perdre le contrôle du symbiote. Captain Britain, c'est une tête brûlée et au final ses pouvoirs de super-héros, ses pouvoirs magiques dépendent de son moral.
s'il perd le moral, s'il perd la foi en ce qu'il fait, il a plus de pouvoir. La veuve noire, pas grand chose à dire sur elle. Hawkeye, il a un gros problème avec l'autorité. C'est-à-dire que quand il est soumis à quelqu'un, il a du mal à se soumettre à quelqu'un et accepter ses ordres. Et lorsqu'il est en chef, il a du mal à prendre des bonnes décisions. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à ce niveau-là. Globalement, les 4 premiers numéros 22, 23, 24, 25 expliquent l'entrée de Captain Britain et de Venom dans l'équipe. Et c'est plutôt bien amené puisqu'il y a un conflit entre Hawkeye et Captain Britain. Ouais. Et le numéro 26. Et le numéro 26. Les dessins de Hardman sur les 4 premiers numéros sont très très bons. L'histoire n'est pas inintéressante, mais pas non plus folle. Ça lui parle des origines de la torche humaine, donc la première. Ses origines Android, puisque c'est un robot. Mais ce qui compte, c'est surtout le conflit entre les personnages et surtout les questions que se pose le troisième homme fourmi, donc l'homme fourmi, parce que c'était un voyou au final. Il a acquis ses pouvoirs en volant le casque d'Ant-Man. Il y a très longtemps. Bon, ça, on va pas rentrer. On va peut-être perdre Vincent bientôt, donc on va se calmer. Il sort une corde. Mais c'est très bien rythmé. Les 4 premiers numéros. De toute façon, l'univers Marvel ou DC, c'est Watcha si tu veux suivre tout. Et là, je vois, il y a un Avenger versus X-Men, mais il a commencé le run. Il y a longtemps. Ouais. Il a commencé il y a 3 mois, 4 mois. 4 mois. Et donc là, je vais terminer maintenant. Il y a le numéro 26. Donc pour le premier run là, dont je viens de parler, les 4 premiers numéros sont très intéressants. Parce que voilà, nouvel héros, nouveau personnage, etc. Venom. Et le numéro 26 s'inscrit dans l'événement Avengers vs X-Men. C'est-à-dire que là, qui est le crossover actuel. Et donc là, l'équipe est légèrement différente. On a la Vision, donc, qui est le robot, l'androïde gentil de chez Marvel, qui était marié avec la sorcière écarlate. Sympa, d'accord. Voilà, on a aussi... Là, tu m'as perdu. Voilà, on a aussi Defender, on a aussi Miss Marvel, on a toujours le Fauve, on a Valkyrie encore, on a War Machine. Et globalement, en fait, leur but dans cette optique du crossover, c'est d'arrêter le Phénix. Donc, le Phénix, petit rappel, l'oiseau de feu qui se régénère et qui détruit l'univers en permanence, de l'arrêter avant qu'il n'arrive sur Terre. Et globalement, ça se passe pas bien parce que War Machine se fait niquer comme une merde. Oui, et Captain Britain ne suit pas les ordres. Et c'est là où on voit la problématique du personnage, qui a du mal à comprendre l'intérêt de travailler en équipe, parce que c'est quelqu'un qui est un monarque en fait. Captain Britain, c'est un roi. Il est roi d'une dimension parallèle. Donc il en a rien à... Moi aussi. Voilà, il en a absolument rien à foutre. Et voilà, il est tout puissant, quoi. C'est un magicien. Il a des pouvoirs magiques. Je comprends pas pourquoi on m'emmerde comme ça. Je suis roi d'une dimension parallèle. Renato Guedes fait des très très bons dessins qui parfois peuvent donner. Ça ressemble vraiment à des peintures de temps en temps. C'est vraiment superbe. L'histoire est assez intéressante. J'attends de voir la suite. C'est Mathieu qui nous les a prêtés, donc j'attends de voir la suite. Globalement, je sais pas si ça tirera en France un jour. J'en doute. Pas avant longtemps, puisqu'on voit que les premiers recueils complets de World War Hulk qui datent de 2006. Ils viennent tout juste de sortir chez Panini. Et plutôt bien. Et plutôt pas mal. Donc on peut attendre longtemps avant de revoir ça en France. Pour l'instant, si vous lisez en VO, je vous conseille de prendre les TPB quand ils sortiront. Donc je pense que TDBB sont déjà sortis depuis longtemps. Peut-être. Donc les recueils. Donc je vous les conseille sincèrement. C'est du très bon comics, très bien écrit, palpitant, bien rythmé, bien dessiné. Et donc c'est New Avengers en VO. Secret Avengers, pardon. Chez Marvel. Chez Marvel Comics en VO. Moi du coup je vais passer à la VF et toujours en comics. C'est-à-dire que je vais vous parler des sorties, des nouveaux magazines de chez Urban Comics. Ah oui, Urban Comics. Ah oui, donc ils viennent de passer le relaunch d'ici. Et donc avec le nouvel univers de DC dont on vous avait déjà parlé, c'était en septembre dernier, assez en profondeur, vous pouvez réécouter les épisodes, les émissions si vous voulez. Et donc le relaunch DC avec 3 magazines, le magazine DC Saga qui est axé sur la Justice League, sur Superman, sur Flash et sur Supergirl, le magazine Green Lantern Saga avec donc c'est l'équivalent français de Green Lantern, du magazine Green Lantern Corps, de Green Lantern Les Nouveaux Gardiens, New Guardians, et de Red Lantern également. Qui est pas terrible. Red Lantern, qui démarre pas super bien en tout cas, il manque encore, ça manque de dialogue quoi. C'est Red on Lantern, rappelle, il y a plusieurs corps. Voilà, il y a les Red Lantern, il y a les Blue Lantern, il y a les. Alors j'ai appris qu'il y avait les roses. Oui, les roses, l'amour, la compassion. J'ai eu un peu peur. Bon. C'est l'amour. Et Batman Saga, donc qui regroupe la revue Batman, la revue Detective Comics, la revue Batman et Robin et la revue Batgirl. La plupart de ces comics, de toute façon, on les a déjà chroniqués. Xavier Mathieu les avait chroniqués très rapidement, il y a quelques mois. Le premier numéro de Batman Incorporation vient de ressortir et c'est très très bon, on en reparlera plus tard. Ok. Et donc voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Et ce que je trouve bien, contrairement à ce que faisait Panini à l'époque, c'est que la direction que semble prendre
Urban Comics sur ces sorties-là, c'est à chaque fois, donc ça va être, je crois, des sorties mensuelles, si je dis pas de bêtises, tous les mois, ils vont sortir un numéro de chaque magazine. En tout cas, c'est ce qu'ils font là. À chaque fois, on a le numéro 1 et on n'a pas, comme on peut avoir chez Panini, 2-3 épisodes en même temps de Batman et Robin, puis le mois plus tard, des épisodes uniquement du Batman, puis après uniquement du Gotham Knight, je sais plus comment il s'appelait. Enfin bref, à chaque fois, donc là, on a la parution américaine regroupée sur un mois de tout ce qui concerne un super-héros, et je trouve ça plutôt bien foutu. Ah, c'est pas mal ça comme système. En plus du relaunch kiosque, est-ce qu'il y a aussi en librairie? Oui, ils ont relancé en librairie. Il y a Reflet sombre. Ouais, voilà. Sombre reflet, mais qui est pré-relaunch. Et le relaunch, ça va commencer là en juin, je crois. Le relaunch en librairie. En librairie, peut-être, je saurais pas dire. Moi, je sais pas. Ils sortent Catwoman en juin, effectivement. Grant Morrison présente Batman. Alors là, ça va nous intéresser. Je pense qu'on prendra le 22 juin. Grant Morrison présente Batman. Mais ça veut dire quoi? Ça veut être quoi? Ça va être les récits compilés qu'il avait fait. C'est une sélection de ce qu'a apporté Grant Morrison sur Batman. Il nous en avait parlé, François. Rien que pour le relaunch, comme il y a 52 séries et qui peuvent pas faire les 52 séries. Il y en a déjà pas mal qui sont partis. Il va y avoir du Batman en librairie, il va y avoir du Batman en kiosque, et le Batman en kiosque, tu le retrouveras pas en librairie, donc il faut acheter les deux. Et en plus, que Panini sortait des trucs en kiosque qui sortaient plus tard en librairie, et je pense notamment au qu'est-il advenu du Chevalier Noir, ou Whatever Happened to the Cap Crusader. C'était ça. Et donc là, en fait, t'as vraiment deux choix. Je pense que c'est les séries Batman les plus attendues qui vont sortir en librairie, et en kiosque, ça serait plus pour les fans ou un truc comme ça. Là, j'ai l'impression qu'en kiosque, il y a tout en fait. En kiosque, j'ai vraiment l'impression, là en tout cas, il y a tous les Batman. Pour Batman, il y a Batman numéro 1, Detective Comics numéro 1, Batman et Robin numéro 1 et Batgirl numéro 1. Et je pense que le mois prochain, ils vont faire le numéro 2 à chaque fois de chaque magazine, puis le numéro 3 dans 2 mois, etc. Et par contre, Grant Morrison, c'est une anthologie, je pense. Grant Morrison, c'est une anthologie. Donc ce serait Batman & Son, le numéro 700, RIP. Je pense qu'il y a que ça. On verra. Le Black Glove aussi. Mais je pense que ça peut être très sympa. Et peut-être le Batman, le Black Glove, et puis même. Parce qu'il avait fait un compendium des différentes histoires desquelles ils étaient inspirés dans les années 50-60. Je pense qu'il va faire comme Panini a fait avec pas mal. Je pense, encore une fois, je le cite celui-là. Mais le Daredevil par Frank Miller est sorti chez Panini, sauf que pour le coup, c'était 70€. Et le prix, a priori, d'Urban Comics, je l'ai pas en tête, ça va être 22,50€. Donc on n'est pas du tout sur le même. On est sur le même. Voilà, le même type d'objet, mais à un tarif beaucoup plus abordable. Donc il sortirait tout le run de Grant Morrison en un seul bouquin. Mais non, pas tout le run, c'est une sélection. Parce que c'était le cas avec Frank Miller. Ah oui, oui, pour le coup, Panini c'est le cas, mais en même temps, Panini c'est 70€. Là, c'est uniquement une sélection, je pense, de ce qu'a apporté Grant Morrison dans la mythologie Batman, et on sait que c'est énorme. Tout à fait. Ah oui, il a renouvelé le personnage, il a dit tout ce que vous avez vu, ça s'est passé en 5 ans. Alors tu te dis, ok, mon Dieu, et donc, quel remodelage de la continuité. Je pense que c'est tout niveau comics. C'est tout niveau comics. Très bien, c'était live niveau comics. On fera plus long dans 2 semaines. Ouais, on fera très long. Puis comme ça, j'ai fait exprès de faire vite pour pouvoir passer à la série. Oh non, je suis contre. Vincent, exprime ta... Merde. Vincent, il est avec moi. Péremptoire, exprime ta colère sur le chat. Ok, on passe à la série. I don't watch TV. Yeah, but you are aware that there's an invention called television, and on this invention they show shows, right? Yeah. Well, the way they pick TV shows is they make one show. That show's called a pilot. Then they show that one show to the people who pick shows, and on the strength of that one show, they decide if they want to make more shows. Some get chosen and become television programs. Some don't, become nothing. She started one of the ones that became nothing. Alors, grande nouvelle, notre spectatrice aujourd'hui a réussi, grâce à un glitch d'un Pokémon rouge, à attraper Mew. Alors, je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, c'est fantastique. Génial. Alors là, je vais totalement déléguer à Geoffroy, parce que j'en ai absolument rien à foutre. T'as le droit de parler, je te laisse le droit de parler. J'ai choisi la série, ça fait un moment que je voulais la faire. À vrai dire, en fait, j'ai reçu le coffret, c'était pour Noël, de l'intégrale de... J'ai regardé le chat, moi. L'intégrale des 10 saisons, et je me suis fait les 10 saisons, là, depuis Noël. Et mec, moi, je les avais en VHS. Et ouais. Donc en VF. Ah non. Tu pouvais. Ah oui, c'était ça qui était formidable. Quand c'était diffusé sur Jimmy à l'époque, et un peu France 2, et quand il les sortait, t'avais le choix entre la VHS VF et la VHS VO. Je les avais en VO. Ah, c'est bien, Jimmy faisait du bon boulot. Exactement. Alors, péremptoire dit sur le chat, oh non. Coucou aussi. Friends, de toute façon, il faut y passer. Enfin, moi, c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai grandi avec, et je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, ou même voire de
celle de Vincent qui doit être un petit peu plus âgée, me semble-t-il, mais je veux pas dire de bêtises. Je veux pas j'ai 22 ans comme vous. Oui, voilà. Et donc c'est une série de Kevin S. Bright, Martha Kaufman et David Crane qui a été créée à la base par Kaufman et Crane, avec Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courtney Cox, devenue Courtney Cox Arquette, puis redevenue Courtney Cox, et avec Lisa Kudrow. Et tu sais d'où vient en fait l'idée de Friends? Ouais. Il y a différentes versions, mais moi j'en ai une qui est assez sympa. Non, je sais pas, vas-y. Parce que les copains échangistes. Le pitch, pour le coup, c'est j'ai fait 1 ligne et demie, j'ai pas réussi à faire plus. Alors, le pitch, à New York, on a un groupe de jeunes adultes de 25, 26, 27 ans, au tout début de la série, me semble-t-il, qui va être amené à grandir et à devenir adultes, et ils vont vivre en colocation, et il va leur arriver plein d'aventures, et c'est surtout ça la série en fait. C'est suivre un groupe de potes sur 10 ans, voir leur rapport entre eux, et je sais qu'on va encore se foutre de ma gueule, mais pour le coup c'est vraiment ça, c'est vraiment une tranche de vie de 10 ans, et voilà, ils se foutent de ma gueule. Mais c'est la caricature. Vous caricaturez vous-même. Mais pour le coup c'est vraiment ça. Mais c'est surtout une des séries les plus drôles qui a jamais été faite. En plus c'est une série drôle, mais moi je trouve que c'est. Mais attendez, vous regardez quoi aujourd'hui qu'on rigole nous? Voilà. Enfin moi je rigole pas, je suis un mec triste. Non mais si vous me dites Big Bang Theory, Community c'est très bien. Parks and Recreation c'est très bien. Park maintenant. Non mais par exemple s'il y en a un de vous deux qui me dit non mais attends, How I Met Your Mother c'est mieux, là il est pendu. Spin City c'est super drôle. Oui mais ça sort plus, enfin c'est plus fini quoi. C'est la même époque, mais c'est exactement la même époque que Friends. Et Friends c'était hyper drôle. Alors moi j'étais beaucoup plus fan de Spin City par exemple que de Friends. Friends j'étais facepalm en permanence. Je peux parler un peu de Friends? Oui vas-y, fais-toi plaisir. En fait je retire ton droit à la parole que je t'accordais tout à l'heure. Nazi. En fait, fasciste. Ce qui est sympa à la base sur Friends, c'est qu'on a 6 personnages qui sont vachement stéréotypés, et donc du coup ça permet à chacun, au spectateur, de vraiment piocher dans chaque personnage les caractéristiques qui lui correspondent et vraiment de s'identifier à cette série-là. C'est-à-dire qu'on a par exemple Ross qui va être le scientifique un peu geek, un peu rasoir mais qui est très sérieux, Chandler qui est un mec qui a absolument pas confiance en lui, qui est assez maladroit, qui a pas confiance, enfin qui cherche à fuir toute responsabilité et tout engagement relationnel. Mais qui va être que moi je trouve très drôle, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. C'est le ressort comique au début de la série. Voilà. Joey qui est un gamin de 30 ans quoi, enfin c'est assez aberrant, qui est un womanizer. Ouais c'est ça, qui pense qu'aux femmes et à la bouffe aussi, c'est très important. Attends, on me dit que Joey c'est un rappeur dans NTM. Didier Morville, voilà. RPZ, gros. On a Monica qui est une ancienne obèse qui va être la sœur de Ross et qui est une grosse maniaque. Elle est ancienne obèse. On a une ancienne obèse qui était obèse il y a 10 ans avant le début de la série, et on a des épisodes flashback. Et une vanne qui est extraordinaire. Il y a une vanne extraordinaire où la première fois qu'on la voit grosse, elle dit non mais c'est la caméra, ça rajoute ça rajoute toujours du poids. Et Chandler dit et il y avait combien de caméras autour de toi? Voilà. Mais voilà, il y en a un qui a rigolé convaincu. Il en reste un maintenant. Moi j'aime bien, moi je pas. Et donc Rachel qui est la blonde un peu superficielle, qui est la meilleure amie de Monica et qui est plus ou moins amoureuse de Ross, c'est quelque chose. Non, c'est Ross qui est amoureux de. Ouais, mais alors, ça va revenir plus ou moins. C'est le fil rouge de la série, c'est ça. Et attends, je finis juste sur le dernier personnage qui est Phoebe, qui est une orpheline, la weirdo, totalement déjantée, et qui a vécu plusieurs années dans la rue. Et donc voilà. Et donc c'est ce groupe de potes là qui est totalement improbable, qui vont se réunir, qui sont les meilleurs amis du monde, et qui va arriver plein d'aventures. Ils vont se soutenir, ils vont évoluer, ils vont se marier les uns avec les autres. Mais pour le coup c'est vraiment une sitcom, c'est pas un soap opéra, c'est à dire que quand j'en parle comme ça peut faire très soap opéra, et c'est pas. Mais tu as regardé ou pas? Oui, j'ai regardé contre ma volonté, plein d'épisodes en VF, en VO. Alors comment tu savais pas que Monica était obèse et tu prétends avoir regardé? Non, je vais vous expliquer. En fait, pendant pas mal de temps, j'allais très souvent chez mes grands-parents, et mon grand-père était un fervent amateur de Friends. C'est normal, il a bon goût. Voilà, non d'accord. Moi, ce que je voulais, c'était mater l'Empire contre-attaque en boucle. Voilà, je voulais regarder mes cassettes de Dragon Ball. Mais je voulais mettre MC. C'est pour ça que t'es passé un traumatisme d'enfance. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Et moi, je regardais contraint et forcé parce que je savais que si mon grand-père décollait, je pouvais éventuellement mettre la VHS, tu vois, la balancer. Les 10 premières minutes de l'Empire contre-attaque. Voilà, et me dire putain ouais, c'est le meilleur au monde. Et voilà. Et donc en fait, j'étais contraint et forcé. Alors. En 5ème, j'ai regardé le dernier épisode parce que tout le monde avait regardé, tout le monde allait en parler. Le dernier épisode, juste parce que j'ai. Alors, je peux raconter, tout le monde s'en fout. Oui, non, mais juste j'ai récupéré les chiffres du dernier épisode. Il y a eu quand même eu 52,5 millions de téléspectateurs devant le final, sachant que c'est une chaîne de merde en plus. C'était Jimmy. Non, c'est États-Unis, c'est NBC. Ouais, mais en France, c'était France 2.
c'était pas Jimmy, ça a commencé sur Jimmy et après c'était sur France 2 en VF. Et donc 52,5 millions de téléspectateurs aux États-Unis, c'est je crois le final de comédie qui a reçu le plus de spectateurs. Non, le deuxième, pardon. C'est le troisième, je crois. Il y a MASH en premier. De comédie, il me semblait qu'il y avait Seinfeld. Et ah oui, en comédie, il y a MASH. Seinfeld a fait voilà, plus. Mais MASH, c'est pas une comédie. Si, c'est une comédie. C'est drôle. Et c'est la série qui a eu le plus d'audience. Mais non, enfin, en termes d'écriture, en termes de jeu, en termes d'humour, et après, je trouve que les 4 premières saisons sont extraordinaires. Je trouve qu'à partir de la 5e, ça commence à descendre et les dernières sont un petit peu moins bonnes, surtout dans les relations entre les personnages. Moi je trouve ça justement très fort. La relation entre. À part Ross et Rachel, où là ça. Enfin, Ross, Rachel et Joey, c'est pas terrible. Alors, oui, non, justement, je pense qu'un des trucs qui nuit le plus à la série, c'est le doublage. Mais oui, le doublage les blagues sont pas les mêmes, donc c'est simple que ça. C'est comme si tu regardais Buffy en exactement. Et là, je VF, pense que c'est le problème de beaucoup de gens, c'est que lorsqu'on leur dit Friends ou qu'on leur dit Buffy ou qu'on leur dit par exemple des trucs qui passaient le samedi soir sur M6, ils pensent directement à la version française. Et c'est le gros souci, parce que moi, quand on me dit Friends, moi les épisodes que j'ai vus en VO, je les ai vus il y a très 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 peu de temps au final, parce qu'on m'a prêté des DVD. Et mais c'est bien la TNT pour ça, hein, tu sais, ça repasse en boucle sur la TNT. Ouais, mais ça m'intéresse plus, tu vois. C'est en VM, Non, mais ça coûte 100 € pour avoir les 10 saisons maintenant, ça coûte que dalle. Même pas que dalle. Enfin, 100 € quand t'aimes pas la série, non, mais c'est vraiment pas les mettre. Je pense vraiment que c'est comme Seinfeld, c'est des séries vraiment nécessaires à regarder, même se forcer d'une certaine manière. Ne serait-ce qu'elles ont, enfin, Friends a profondément fait évoluer le genre du sitcom. C'est-à-dire qu'il y aurait pas de How I Met Your Mother aujourd'hui sans Friends. C'est vraiment de la merde. Et par contre, How I Met Your Mother le revendique, c'est-à-dire qu'il y a un épisode dans How I Met Your Mother où les personnages vont dans un café, donc en référence au café où les personnages de Friends se réunissent à chaque fois, qui s'appelle le Central Park dans Friends. Ils vont dans un café et ils disent ouais, c'est pas terrible dans un café, vaut mieux qu'on retourne au McLaren, donc le bar de How I Met Your Mother. Et tout ça, c'est une référence qui est explicite, il cite pas Friends, mais qui est une référence claire à Friends. Et pour montrer vraiment, c'est une série qui a marqué la sitcom pendant plusieurs années. Et il y a s'il fallait pas retenir un épisode, c'est impossible, mais il y en a un qui est culte pour tout le monde. C'est dans la 4e saison. En fait, il y a les garçons qui vivent d'un côté et les filles de l'autre, et ils décident de jouer leurs appartements à un concours, en fait, à savoir l'appartement des filles est magnifique. Voilà, lequel des deux connaît mieux l'autre. Et c'est 20 minutes, je crois que c'est ce qui s'est fait de mieux à la télévision en termes d'humour des 20 dernières années. C'est de l'intrigue, quoi. Non, mais vraiment, je trouve qu'il y a un suspense dans ce passage. Ah non, mais il y a un autre épisode où on voit Ross et Rachel aussi qui vont se quitter, en fait, et on est avec les autres personnages dans la chambre d'à côté pendant tout l'épisode. Et c'est fabuleux aussi. C'est vraiment la force de la série. C'est une série qui mise beaucoup sur les personnages. C'est-à-dire que les personnages sont très détaillés, donc du coup, on s'attache profondément à eux. Et le fait que cette série ait duré 10 ans, c'est beaucoup trop pour une série classique, mais pour Friends, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour s'attacher profondément à eux, et pour pendant le final, voilà, moi j'avais des frissons pendant le final, et vraiment, alors que pourtant je le connaissais, je l'avais déjà vu, mais là de voir les 10 saisons en 3-4 mois, je trouvais ça très fort. Alors si pour trouver de l'intérêt à la série, il faut regarder tout la série. Non, pas toute la série, mais c'est vraiment sur la durée qu'on s'attache. Mais après, si t'aimes les personnages, moi je trouve qu'à partir de la 5e, la 6e, tu regardes plus par affection pour les personnages que pour la mécanique de l'humour qui est un peu rouillé, etc. Après, franchement, les 4 premières saisons, c'est de la haute volée, quoi. Moi j'ai jamais réussi à trouver d'attachement au personnage personnellement. Moi j'ai jamais réussi à m'identifier à eux. C'est arrivé après, peut-être, tu vois. J'ai peut-être pas été assez assidu dès le début, et je vais peut-être, juste pour essayer d'expliquer mon point de vue, Spin City, j'ai toujours adoré. Bon, on va peut-être un petit peu extrapoler. J'ai toujours aimé parce que pour moi, il y avait un truc assez, ça désacralisait pas mal de choses, Spin City, au niveau du genre, au niveau de l'identité sexuelle. L'air de rien, il y a quand même un personnage gay qui essaye d'être comme tout le monde, et ça m'a toujours assez intéressé, parce que il y en a un dans Friends, Ross est largué parce que sa femme, elle est lesbienne, et qu'elle en épouse une autre, quoi. Et ils ont un enfant ensemble. Ah oui, il y a les mères porteuses, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses. Le coup du rush de 10 saisons d'un coup, ou de 1 ou 2 saisons, ça peut être une solution. C'est vrai que par parcimonie, de temps en temps. Pour les personnes qui accrochent pas aussi. Oui, non, mais après, t'accroches pas, tu zappes, c'est pas très grave. Moi, je déteste Big Bang Theory, et pourtant, je devrais, parce que a priori, c'est la geek culture, donc tu vois, et je me suis forcé, J'ai fait 15 épisodes, j'ai jamais réussi à regarder. C'est marketé là-dessus. Enfin, c'est trop marketé là-dessus. Ah oui, c'est horrible. Moi, j'aime pas du tout. Pas mal de guests aussi dans Friends. Je vais en citer juste quelques-uns. Brad Pitt, Bruce Willis, et pour le coup c'est vraiment Bruce Willis et non pas Will Smith. Robin Williams, Hugh Laurie, qui était pas encore connu à l'époque, qui jouait pas encore le Dr House. Et j'ai également, dans le tout dernier épisode, j'ai oublié son nom, mais l'acteur qui
qui joue Dean Pelton dans Community, qui joue le doyen en fait de la fac, qui est un acteur américain hyper connu, qui est scénariste aussi, et qui a scénarisé le dernier film avec George Clooney, dont j'ai oublié le nom, un des derniers films avec George Clooney, qui se passe à Hawaï. The Descendants, voilà. On n'a pas son nom, mais on y est presque. Voilà. Et donc, il y a John Favreau aussi. Est-ce qu'ils ont eu John McEnroe dans leur série il me semble. 30 Rock, ils l'ont eu plusieurs fois. Ah, mais ça, 30 Rock, c'est extraordinaire aussi. C'est un humour complètement différent, mais comme utilise John McEnroe à chaque fois d'une manière totalement absurde. Al Gore aussi, en super-héros. Très bon, ouais. Dr. Spaceman. Oui, Léo Spaceman. Comment il prononce ça, c'est très drôle. Enfin bref. On a vraiment une démystification. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu vas vraiment continuer. Ah oui, je vais continuer. Bah non, mais bien sûr. Je vais pas là, il reste un quart d'heure, moi je me fais plaisir. Et j'aime bien, il était presque libéré. C'est genre. John McEnroe, va noyer ton cul. Mais attends, tu veux vraiment qu'on commence là-dessus? Tu veux qu'on se batte? Non, mais je continue. C'est ma critique ou quoi? Non, c'est la première fois qu'on passe autant de temps sur une série, c'est un affront là. Bah, tant mieux, tu vois, on nous reproche de pas faire beaucoup de temps sur les séries. Mais les gens là, ils savent très bien que ici, voilà. C'est toi le patron? Ouais, moi, c'est ça. Ouais, Mathieu, toi t'es se rapporter. Oui. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment j'avais vu cette série étant la fin, j'étais jeune adolescent, et on avait une démystification, enfin le terme Xavier en a marre, il part. Une démystification du passage à l'âge adulte, c'est-à-dire que vraiment Jim Rash. Le doyen Dean Pelton, donc. On a une démystification du passage à l'âge adulte, à la vie de famille, et même à la parentalité. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont encore jeunes dans leur tête, qui sont totalement, qui sont cons, quoi. Ils font des conneries. Enfin, c'est des gens normaux. Et tu te dis, ils sont parents, ils sont adultes. Donc mes parents, ils sont peut-être comme ça aussi. Et je trouve que ça joue beaucoup dans le fait de grandir et de. Enfin voilà, on se dit, c'est pas si compliqué que ça, quoi, la vie. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, quoi. Bah non, mais c'est une série qui est sur laquelle, enfin, tu rigoles beaucoup, hein, c'est même le ressort principal. En plus, oui, ensuite, mais voilà, chaque épisode a ses intrigues. Mais c'est vrai que je dois avouer que la relation Ross-Rachel est quand même. Comment elle a été gérée, c'est assez dingue, hein, je trouve, dans les premières saisons. Dingue, mais je trouve qu'à la fin. Ah oui, non, mais à la fin. Sauf dans le dernier épisode où moi je trouve ça vraiment encore. Mais ils ont été obligés, enfin, quand ils ont vu qu'ils allaient continuer des années entières, il fallait les séparer pour mieux les remettre ensemble, pour mieux les séparer, etc. Et un couple complètement improbable et qui finalement a presque remplacé Ross et Rachel, c'est Chandler et Monica. Qui est très bien. Qui est très bien, début de saison 5 où ils sont pas ensemble, mais pas ensemble, c'est vraiment fabuleux. Ouais, ça aussi, c'est un truc qui m'a toujours emmerdé dans cette série, c'est qu'ils soient obligés de cacher leur relation. J'ai jamais compris l'intérêt de ce truc. Au début, là, ça dure pas très longtemps, ça dure 5-10 épisodes. Et ça permet des scènes folles quand il l'embrasse sur la bouche avant de partir au boulot un matin et tout le monde le regarde et qu'il embrasse tout le monde. C'est génial. Ou même la scène dans le bain. Enfin, moi, ils sont dans le bain et demandent à boire. Enfin, bref. Bien donc, je suis dans l'erreur alors. Et Seinfeld, vous avez regardé Seinfeld tous là? Moi je connais Seinfeld. Et juste, je vais finir parce que j'ai préparé mon truc, quoi. Vas-y. Initialement, il faut savoir que Kaufman et Crane voulaient que le centre de l'histoire se passe uniquement au Central Park et qu'à chaque fois on a les anecdotes, les histoires qui tournent un peu autour. Et dans le coffret, un des coffrets, on a l'explication justement de comment ils ont présenté à la chaîne, donc à NBC au départ, le projet de Friends. Faut savoir que l'ensemble de la série devait être rapide, surcaféiné, donc c'était vraiment l'esprit initial, et on a plusieurs modifications entre le concept de base et ce qui est devenu la série. C'est-à-dire que par exemple Monica devait venir d'un milieu ouvrier, devait être très sarcastique, très dure aussi comme femme, elle devait être aussi l'aînée de Ross, alors que dans la série finalement Ross est l'aînée. Phoebe devait pas avoir d'appartement elle, et elle devait squatter chez des gens. C'est-à-dire que la seule chose qu'elle possède vraiment, c'est son sac à dos. Alors que, c'est vraiment quelque chose qui était exagéré dans cette idée de base. Et finalement, ils sont revenus à un truc un peu plus soft. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est hippie, elle est végétarienne. Son métier, c'est elle est masseuse. Donc, c'est vraiment le côté peace and love. Mais elle vit elle a un vrai chez elle, quoi. Et Joey, dans la version initiale, il devait enchaîner les petits boulots. Donc vraiment faire uniquement ça, alors que c'est le cas plus ou moins parce qu'il cherche à combler les fins de mois. Il est acteur, enfin il est comédien dans la série, il essaie. En fait, dès qu'ils ont trouvé les acteurs, je crois qu'ils ont vraiment changé beaucoup de traits de personnalité de tous leurs personnages. Et moi j'avais une autre version pour l'origine, c'est assez drôle, c'est qu'il y a un film qui s'appelle Singles par Cameron Crowe dans les années 80, donc le réalisateur de We Bought a Zoo là par exemple il y a pas longtemps là, de Nouveau Départ, qui est un très bon film. Ah bon? Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Moi j'adore Cameron Crowe, tout ce qu'il a fait, Elizabethan aussi c'est très bien. Et en fait, donc il avait fait un film dans les années 80 qui est
la même chose que Friends. Ça s'appelle Singles, c'est les aventures de plusieurs célibataires qui vivent dans une sorte de colocation à la Melrose Place, etc., à la Friends, et on voit leurs histoires, ils parlent face caméra par moment, etc. Et en fait, NBC a voulu faire une série de Singles, sauf que Cameron Crowe, au bout d'un moment, a dit non, en fait. Et cette idée est devenue Friends plus tard. D'accord. Et tu retrouves les personnages. Il y a vraiment le personnage de Chandler, le personnage de Monica, tu les retrouves dans le film Singles. Donc si vous voulez voir Singles, je crois que ça date de 87 ou 89 par Cameron Crowe. D'accord. Ok. Et bah juste pour signaler aussi qu'il y a une suite à Friends. Je sais pas si on peut le mentionner. Qui s'appelle Joey, qui a été diffusée pendant une saison et demie. Une saison et demie, elle a été coupée pendant la deuxième saison. Et ça se passe pour le coup, je crois, à Los Angeles. Ouais, il part faire Joey, le personnage de Joey part faire à la bas. Mais ça a été vraiment vendu comme une suite. Ah oui, c'est le même personnage. Non, mais c'est le même personnage, je veux bien, mais genre il y a plus le contexte, il y a plus que lui quoi. Oui, c'est un spin-off. C'est juste voilà, ouais. Oui, mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'était pourri, je me souviens. Ah oui, c'est tellement pas drôle. J'ai vu quelques épisodes, c'est très 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 déroutant. C'est gênant, ouais, presque. Ouais, non, c'est gênant. Et bon, bref. Et donc, pour résumer, comment Kaufman et Crane parlaient de la série à l'époque, c'est vraiment ça. C'est à la poursuite de l'amour, du bonheur et de la carrière. Voilà. Eh ben, c'est bien. C'est beau, n'est-ce pas? C'est très bien. Merci. Voilà. Je vais rappeler nos différents noms. Voilà. Les différents noms et je vais couper, ça y est. Voilà, on va arrêter cette émission. Non, mais écoutez, voilà, je suis dans l'erreur. Je suis. Voilà, je suis un. Non, mais sur la chatroom, il y en a qui ont le même avis que toi. Je suis un impie, mais je pense qu'il y a un petit côté kitsch années 90 au niveau des décors, des vêtements. Ah oui, il y avait que 3 décors fixes aussi, ça c'est bon à savoir. Il y avait que 3 décors fixes. Je pense que tu peux être. Tu fais, oula, c'est quoi cette vieillerie, et tu peux passer ton tour, ça peut arriver. C'est malheureux, mais ça peut arriver. Je pense qu'il y a plein de gens qui en ont marre de Friends, quoi, que tout le monde en parle. C'est vrai. C'est une référence pour beaucoup quand même. Enfin, moi qui suis fin vingtenaire, je donne des indices supplémentaires sur mon âge. Donc tu n'as pas 22 ans. Ah non, tu as plus 23 ans donc. et c'est une référence. Et c'est vrai que des fois, quand on entend parler les nouvelles générations de dire oh, j'ai jamais vu aussi bien quoi, I Met Your Mother, c'est tellement bien écrit, c'est tellement drôle. Et moi, quoi. Non mais je leur dis mais putain, vous avez jamais. Si, il y en a quand même pas mal, enfin moins au bout de cette saison là où t'as envie de te tirer une balle. Ouais, et je dis ça parce que je regarde encore, ce qui est terrible. Mais Friends, il y a vraiment quelque chose quoi, enfin tout par de là, enfin pas tout parce qu'il y a plein de sitcoms avant. Qu'est-ce qui ferait Gordon Freeman? Ça manque de plus découvrir d'épisodes de Friends en fait. Moi je les ai revus des milliards de fois chacun. Mais là, en revoyant l'intégrale ensemble, alors qu'avant je les regardais uniquement à la télévision quand ça passait, et là je les ai vus en DVD et il y a des épisodes que j'avais jamais vus. Et tu dis c'est une petite perle que je connaissais pas et qui ajoute encore plus à cet univers-là, à ces relations-là entre les personnages et en plus c'est drôle quoi. D'accord. Tellement drôle. Bien, je pense qu'on peut conclure l'émission sur ces jolis mots. Tellement drôle. Et quand Xavier dit conclure l'émission, ça veut dire on arrête l'émission. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait quasiment 2 heures pile. On a fait que 31 émissions. Voilà. Allez, non, mais je quitte. Alors je vais le dire maintenant, je quitte le podcast. J'arrête. Le podcast s'arrête, j'arrête. Donc voilà, c'est comme ça. Non. On rappelle quelque chose. Oui, on s'appelle Culture Breakfast, Culture Break-In, Purulent Scrotum, Biture Breakdown, Rupture Breakdown, Culture Break-Up, Culture Baltringue, Culture Briscard, Culture Briscard, c'était Swan. C'était vraiment nul en plus. Culture Braco, Culture Bourgeoise, Culture Breakdown, Culture B et Culture Breakdance. Moi j'aime bien Culture B, moi j'aimais bien le Culture B. Culture B, c'est Camille qui l'avait. C'était sur les sexualités alternatives. Culture B. Culture B, le podcast des sexualités alternatives. Ça rend bien comme ça. Avec la voix. Vraiment jingle quoi. On peut l'appeler vers minuit, 1h pour des conseils. Non. Salut, tu peux la refaire bien devant le micro. Tu peux la faire bien devant le micro. Tu peux la faire bien. Fais-la bien. Est-ce que ça va nuire à ma réputation plus tard? Non, je sais pas de quoi tu parles. Est-ce que mon papa va tomber dessus? Culture B, le podcast des sexualités alternatives. Non, c'est génial. Ça fait tellement flip. Et tout de suite, le trafic. Bon alors, des partenaires à remercier. On remercie Rennes TV de nous diffuser. On remercie également La Fille du Rock et Pod Radio aussi. Pod Radio, est-ce qu'on sera nominé au Pod Radio Awards en tant que meilleur podcast, et moi en tant que meilleur animateur, et toi en tant que meilleur coprésentateur? Il n'y a pas de meilleur coprésentateur. Si, on va créer la créer et tu seras le seul candidat. Voilà. Non, Vincent, on peut te retrouver où? Sur internet? Sur les internets. Sur les internets, comme je vous disais, donc Geek Me 5, l'émission de ce soir sur le marché du film
sera disponible dès demain en podcast. Et il y en aura déjà une, parce qu'on était absent pendant 3 semaines, dès la semaine prochaine sur les séries télé, là, le bilan des séries. De l'année 2011 ou des années 2000, on parlera de Friends de 2011-2012. Des Upfronts aussi. Et après, pardon. Des Upfronts aussi, vous en parlez? Non, on va juste faire ce qui s'était diffusé. Vous avez fait une très bonne émission sur Cabin in the Woods. Oui, merci, sur Josh Whedon. Très chouette. Et on fera, a priori, encore après sur les 40 ans de Manmovies, on va essayer de goupiller un truc. Et Geek le Mag, je vous ai dit, il sort mardi prochain, je crois. Eh bien, très bien. Sera sûrement elle sortira 3 semaines après. Voilà. Mais c'est en thème pour ça, Swan, pour ton manque de fiabilité. On vous remercie. On vous embrasse. J'ai une vie. Dans 2 semaines, oui, nous aussi. Nous aussi. Oui, dans 2 semaines. C'est bon. Dans 2 semaines. Et d'ailleurs.
you.